Bien, bien, bien. Donc, on va parler un peu de ces quelques films. Combien ça en fait au total? Attendez. Je regarde. Donc, je vous redis un peu les films qu'on va trouver ce soir. Ça, c'est la semaine passée. On va retrouver La Bête de la Caverne hantée. On va retrouver The Swiss Conspiracy. On va retrouver L'Intendant Sancho. On va retrouver un film avec Jackie Chan dedans. On va retrouver un film avec Wes Anderson, de Wes Anderson plutôt. Et on va finir avec un gros dossier sur One Cut of the Dead. J'ai revu ce film, je crois que c'est la troisième ou quatrième fois que je le vois. Il est vraiment vraiment cool, donc ça me fait plaisir de pouvoir vous en parler. Euh, Et j'ai organisé un peu ça à la base en me disant vas-y, je veux parler de One Cut of the Dead un petit peu. On va discuter un peu de One Cut of the Dead. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont vu, One Cut of the Dead? Je sais qu'il y a en tout cas une personne qui l'a vu, ça c'est bien. Et s'il y a beaucoup de monde qui ne l'a pas vu, je vais essayer de pas trop spoil parce qu'en vrai, deux personnes qui l'ont vu, c'est bien. J'essaie de pas trop spoil parce que de base, je suis vraiment pas quelqu'un qui est en mode on peut pas apprécier un film si on a été spoil. Moi, j'ai pas trop de problème avec le spoil. Et de manière générale, quand on parle de film ici, il faut vraiment s'attendre à être spoilé pour pouvoir en parler librement. Mais celui-ci, il a vraiment un univers particulier. Euh, il a une démarche particulière qui fait que ouais, on l'apprécie vraiment pas de la même manière. Bien, bien, bien. Alors, attendez, il faut déjà que je trouve le premier film qu'on va lancer. Le premier film dont je vais vous parler, c'est un film qui a été produit par Roger Corman et dont je vais vous faire le petit résumé. On ne va pas regarder de bande-annonce pour celui-ci parce que j'ai pris la peine de vous faire un beau résumé. Il me faut juste mes notes à côté de moi, sinon je me sens désorienté. C'est un film de Monte Hellman de 1959. Monte Hellman, c'est un mec qui a réalisé des films incroyables tels que Cockfighter, L'Ouragan de la Vengeance, donc des films que je ne connais pas, mais il a aussi produit le premier film d'un réalisateur très connu aujourd'hui et une des coqueluches d'Hollywood. Il a produit Reservoir Dogs, il fait partie des producteurs de Reservoir Dogs. Donc, le film qu'on va voir, qui a été produit par Roger Corman, a été réalisé par Monte Hellman, qui a lui-même ensuite produit Reservoir Dogs. La boucle est bouclée. Euh, Étant donné qu'on connaît l'intérêt de Quentin Tarantino pour ce type de cinéma. Euh, Roger Corman, c'est un des tout vrais. Quoi. Est-ce que Roger Corman, c'est le cousin de Roger Cogurl? Putain, oh là là. Oh là là, vous êtes en forme, je suis content. Bien. Alors les gens, le film dont on va parler, je vous montre ça maintenant. C'est ça. The Beast from Haunted Cave, qui a été traduit en français par La Bête de la Caverne hantée. Ça va, le titre est pas trop mal traduit. Je vous propose qu'on regarde ce film ensemble en 25 frames, je vous le raconte. Est-ce qu'on peut avoir une petite musique ambiance horrifique? Attendez. Attendez. Là, c'est l'enfant du mercredi. Oh, en music mood. Hmm. On va voir si ça marche. Le film ne fait pas très peur. Hein. C'est un film de monstre, mais qui fait pas très peur. Mais je vous mets quand même une petite musique hantée, histoire qu'on ait une ambiance. Si ça veut bien charger, apparemment mon ordinateur il a de la peine à charger la musique. Bon, ben tant pis, hein, si on n'a pas la musique. On sera juste un peu triste. Voilà, c'est bon, ça arrive. Bien. Alors attends, il me faut aussi les captures. Alors, The Beast from the Haunted Cave. C'est un film qui nous raconte l'histoire. Et ça commence bien. Voilà. De ce jeune homme. Est-ce que je peux passer comme ça? Oui, je peux passer comme ça. C'est-à-dire de ce jeune homme. Ça, c'est le héros du film. Il a une tête de héros. Hein. Il est jeune, il est grand, il est beau, il est sportif, il est physique. Ce monsieur, il est moniteur de ski. Et guide aussi de ski dans une station dans le Dakota. Lui, c'est le méchant. On dirait moi. Très bien. Lui, c'est le méchant.
C'est un gars qui a prévu de dévaliser une banque. Il a prévu de dévaliser une banque dans une petite station de ski. Et je vais vous présenter un petit peu avec qui il va faire le coup. Alors, il fait le coup avec... pas directement, mais un petit peu... La musique d'horreur, elle est un peu chelou quand même. Ouais, la créature est pas encore là, donc on est un peu désaxé. Il a une femme qui est là derrière, qui prend un bain, tranquille. Mais il a aussi des gars avec qui il bosse. À savoir... Pourquoi ça passe pas? Ah, bah voilà, je vous ai mis une image de la femme dans le bain. La femme qui est assez cool. Elle passe son temps... Elle est caractérisée par le fait non pas seulement qu'elle soit une femme, qui est la seule femme du film, enfin presque la seule femme du film, mais aussi parce qu'elle fume et elle boit de ouf. C'est une meuf qui brûle la vie par les deux bouts, elle en a rien à foutre. Twitch va te tomber dessus, mais non, jamais de la vie. C'est bon, il n'y a pas de tété, donc c'est tout bon. L'archiviste des péloches, de quoi vous parlez encore? On dirait celui qui gagne tout le temps au quiz du vendredi, l'archiviste du cinéma, voilà. Allez. Bon, qui sont les hommes de main du grand méchant? On avance un petit peu. On a lui. Lui, il est caractérisé par le fait que c'est un peu le petit rigolo de la bande. Il est toujours avec un gros sourire, il rigole toujours, il a toujours un petit chapeau sur la tête. C'est le bonhomme rigolo, quoi. Lui, c'est un bon vivant, il est content d'être là. Bref, il s'amuse bien. Et il y a l'autre, qui est posé sur le canapé, là, qui lui se distingue par pas grand-chose, si ce n'est qu'il a quand même une bonne gueule, il a un petit côté un peu... Il a un petit côté Rital. Qui va peut-être lui attirer des ennuis plus tard, comme on va le voir. Donc voilà, on a un méchant avec sa femme, qui est plus ou moins sa femme, c'est pas très clair leur relation amoureuse, et deux mecs qui viennent aider. Et là, paf, il y a le héros qui débarque. Il apparaît, il fait bonjour. Ben apparemment, vous voulez que je vous aide à faire du ski. Puis les méchants ils disent ouais, on veut faire du ski. Et vous remarquez à quel point ils fument tous. C'est un truc de malade. Lui il fume, lui il a une pipe, lui aussi. Et qui va débarquer? Boum, la meuf, rien à foutre. Il y a les mecs, elle arrive en tenue comme ça. Elle a peur de rien. Elle s'assume complètement. Je trouve ça cool. Et elle voit le beau gosse. Elle t'oblige sortie du bain. Puis elle vient. Puis elle fait hey, dis donc, t'es plutôt pas mal, toi. Hein. Et le héros, il est en mode bonjour, madame. Ok. Lui, regardez, je vous ai quand même mis une capture d'écran de lui qui voit un peu ce qui est en train de se passer. Puis là, oh, c'est trop rigolo. Il y a le nouveau guide là, il est en train de draguer la meuf du boss. C'est marrant. Il a l'air vraiment heureux que ça se passe. Contrairement du coup au boss qui lui regarde ça un peu. Il a vraiment le regard de renard. Il a un peu un petit air de Mathieu Almaric, vous savez. Et il regarde ça, il se dit ah, c'est pas génial ce qui se passe entre le héros et la seule meuf du film. D'ailleurs, la seule meuf du film, après, il n'y a pas de souci, elle va danser un slow avec l'autre gars, pendant que, regardez, le chef des méchants est derrière, avec ses lunettes de soleil, son grand cigare, son verre de whisky. Vraiment, lui, il regarde les bagues et il sait pas trop comment réagir sur le moment. C'est un peu étrange. Bon, pendant ce temps, je vous ai parlé avant, il y a un de la bande, c'est un peu le Rital, c'est donc lui. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va se casser avec cette meuf, qui est serveuse dans un bar. Et ils se disent, viens, on va faire des trucs. Là, on n'a encore rien cambriolé. Shotford, t'as vu ça? On n'a encore rien cambriolé. Avant ça, on va prendre du bon temps. On va aller dans une grotte. Et là, regardez, ils vont se faire des bisous dans la grotte. Et je vous ai noté, parce qu'en fait, l'actrice ici, c'est la playmate de juillet 1958. Voilà. Qui fait, du coup, cette apparition dans le film. Et donc, ils ont trouvé une grotte un peu sympa. Alors vraiment, je pense que dans les endroits pour aller se galocher, c'est peut-être pas l'endroit le plus sympa. Surtout... En station, il fait déjà froid. En plus, tu vas dans une grotte comme ça. Mais bon, bref, ouais, caméo gratuit. Et là, il y a quelqu'un qui s'invite à la fête. On ne comprend pas ce que c'est. Regardez, il y a une espèce de touffe de cheveux géante là qui est en train de débarquer derrière. Eux, ils sont en train de se faire des bisous. Ils voient rien. Mais d'un coup, il se retourne et puis elle fait ah. Et puis lui, il se cache derrière elle. Vraiment, mais il a aucune race. Il est en mode ah, protège-moi. Regardez, il y a une patte trop bizarre là qui apparaît. Elle a peur. Bref, ça commence à mal se passer. Du coup, il s'enfuit et il retourne au bar où il y a ses potes. Et il y a le grand méchant, il le voit arriver et lui, il est tout terrorisé. Le grand méchant, il est en mode putain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es comme ça et tout? Et puis lui, il lui répond non seulement que bon bah la luminosité elle change entre deux plans, ça, regardez ça, là, on est dans cet état-là et après on est comme ça. Et lui, il répond non, rien, non, rien du tout, rien. Et ça, c'est un truc que je ne capte pas dans le film, c'est pourquoi il répond ça. Pourquoi il dit ça à son boss? Ça n'a aucun sens. Bon, du coup, le boss, ça l'a saoulé, il lui fout un coup de poing dans le bide. Voilà, de manière un peu gratos, il est en mode bon, tu me saoules, t'as l'air inquiet et en fait, tu veux pas me dire ce qui se passe? Tiens, bam, patate dans le bide.
Bon. Maintenant, là, on arrive au braquage. Vous êtes prêts? Comment il se passe le braquage? Première chose, pour organiser un braquage, quand vous êtes un méchant, bah, vous prenez la seule meuf du groupe, vous lui dites casse-toi, t'as rien à faire là, tu sers à rien. Tu vas plutôt aller faire du ski avec le beau gosse. Donc, elle et le beau gosse, ils partent, ils vont faire du ski. Ensemble, tranquille. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Pendant ce temps, eux, bah, ils arrivent à la banque, tranquille. Ils vont ouvrir une porte. Ils s'en sortent bien. Regardez, lui, il est toujours heureux. Lui, il a toujours le sourire. Il a le petit chapeau, là. Et là, on voit l'ombre du boss, là, qui contrôle que lui, il fasse quand même du bon boulot, etc. Ils arrivent à ouvrir la porte. Regardez, on voit les lingots ici. Ça se passe bien. Ils embarquent tout ça. Lui, il a l'air content. Lui, il a l'air hyper content. Lui, il est content aussi. Voilà, ils ont de la thune. Ça se passe bien. Ils vont pouvoir s'en sortir. Comment ils font des versions? C'est ça la bonne question. Parce que là, bon, ils ont réussi à rentrer dans la banque, mais normalement, bah, ça fait du bruit. Il y a des gens qui vont venir. Ils vont se faire arrêter. Eh ben non, ils ont eu un plan. Ils ont posé une bombe dans la mine qu'on a vue avant. En fait, quand ils sont venus dans la mine avant, il n'y avait pas le monstre. Là, le monstre, il dormait, ou on ne sait pas où il était. Ils ont été posé une bombe, puis ils se sont dit, vas-y, pendant qu'on cambriole la bombe, pendant qu'on cambriole la banque, il y a une bombe qui explose. Et non pas pendant qu'on cambriole la bombe, il y a une bombe qui explose. Il y a un gars d'ailleurs, il y a un mineur qui débarque là. Il se promène là. Ce personnage n'a rien à faire là, mais bon. C'est un mec qui se promène avec une lanterne et un casque dans la mine et qui va tomber sur la bombe, qui voit la bombe, qui se dit oh merde et boum, ça explose. Le mec du coup bah, il peut avertir personne et du coup ça marche. Les méchants qu'est-ce qu'ils font? Ils se cassent, ils fuient. Ils fuient en téléphérique. C'est pas la dernière fois qu'on va voir un téléphérique en plus ce soir. Enfin en remontée, pas en téléphérique, en remontée mécanique télésiège. Et donc, on est face à des mecs qui cambriolent une banque et qui fuient en télésiège. Et c'est à ce moment précis que je me suis dit, putain, il faut que je vous raconte ce film. Il faut que je vous raconte ce film. Ils arrivent en haut et regardez ça. Les mecs là, ils ont des lingots dans le sac. Ils sont poursuivis par l'État entier. Ils ont cambriolé une banque, ils ont volé des lingots. Et là, il y a le chef moniteur qui leur explique comment tourner avec des skis. On en est là. Donc lui, en mode, alors, bah, quand vous avez les skis, voilà, vous vous retournez comme ça, etc. Et une fois que ça c'est fait, hop, ils s'en vont. Imagine une course-poursuite avec la police en arbalète. En arbalète, ça serait pas mal. Une scène d'action en arbalète, je pense que ça passerait bien. Donc voilà, à partir de là, ben, ils partent, parce que le but, c'est pas juste de redescendre dans la station, mais c'est d'aller plus loin. Eux, ils veulent aller faire un séjour, etc. Donc, regardez, ils se déplacent. En plus, je trouve que ça donne des jolis plans du film quand même. Les plans dans la neige, ils ont vraiment filmé dans la neige, etc. On voit la fine équipe, là, donc les trois méchants, la meuf et puis le guide... qui avance. Pour le moment, le guide, vous aurez remarqué dans l'histoire, il n'a pas servi à grand chose, hein, à part d'être le guide des gars. Mais il y a lui. Lui, quand même, il se souvient qu'il y a un monstre. Il se souvient qu'il a croisé un monstre et tout, et que c'était pas fou qu'il y avait un monstre dans la mine là-bas, etc. Et il garde le souvenir douloureux du coup de Miss Playmate 1958 qui s'est fait juillet 1958 qui s'est fait bouffer par le monstre. Ils dorment dans la neige, hein, évidemment, voilà. Parce qu'ils vont quand même assez loin et puis bon bah ils sont fatigués donc hop on s'endort dans la neige et il y a un mec qui surveille qui ait pas de problème et ça tombe bien c'est notre Rital là il fume un petit cigare en se demandant en regardant un petit peu au loin au cas où il y a les flics qui viennent etc ou des trucs comme ça et là il entend un bruit hyper chelou. Regardez comme il fait nuit parce que là c'est la nuit hein, en fait là on dirait pas ne vous laissez pas tromper par ces ombres et ce ciel bleu il fait nuit les gens. Est-ce que la créature fume? C'est une bonne question dont on aura la réponse bientôt. Donc il va voir ce qui se passe et là, qu'est-ce qu'il trouve? Ils ont marché une journée entière hein, dans la neige, les skis aux pieds. Et ils trouvent Miss Playmate 1958 qui a été encastrée entre deux arbres dans des toiles d'araignée. C'est-à-dire que la créature, imaginez, elle avait le cadavre de la meuf. Elle a pris le cadavre, elle est sortie de la mine, elle a vu les mecs, elle s'est dit vas-y je les suis. Et pendant que les gars ils se sont posés pour faire du coup leur sieste, la créature elle s'est dit vas-y, je l'attache entre deux arbres et je les appelle et je leur montre ce que j'ai fait. Je leur montre que j'ai amené la meuf jusque là. Vous vous rendez compte du truc quoi? Est-ce que la créature vote NFP? Bonne question, on lui demandera plus tard. Donc il retourne vers les gens là en mode oh mon dieu, et eux ils sont en mode bah, qu'est-ce qui t'arrive etc. Regardez, ça je vous ai mis la capture d'écran avec les sous-titres. Marty, what happened? Ça veut dire Marty, qu'est-ce qui s'est passé? Et Marty va répondre
Ah non, rien, retournez vous coucher. Je ne comprends pas. Franchement, dans les commentaires, si vous avez une explication, et il est effrayé, le gars, il est genre à bout de nerfs et tout, et puis il est en mode, donc ça fait 2 fois qu'il a la preuve de l'existence de la créature et tout. Il surveille au cas où il y a un danger, donc il reste réveillé pendant que les autres dorment. Au cas où il y a un danger, il leur dit non, non, c'est bon, dormez. Ça n'a aucun souci. C'est une prod Roger Corman, relax Max, c'est vrai. La narcolepsie est un véritable fléau. Ouais, c'est peut-être l'autre explication. Bon les gars, il continue. Par contre, il y a un problème, c'est que il y a une grosse tempête, donc ils vont être obligés de se réfugier dans un chalet, comme l'indique cette musique épique. Donc ils arrivent jusqu'au chalet. Le trajet jusque-là, il s'est plutôt bien passé. Ils n'ont pas trop à se plaindre. Ça, c'est la matrone du chalet. Elle a pas l'air commode. Elle les voit arriver, elle sent que c'est pas des gars hyper honnêtes. Hein. Notre guide, il le sent aussi un peu, vous voyez, mais bon, voilà, il y a la meuf qui est avec eux, il aime bien la meuf, donc il veut pas non plus trop faire de foin. Donc, ils sont à l'intérieur, ils boivent un verre en attendant que la tempête se calme. Et comme vous le voyez dans ce plan qui est franchement plutôt cool, ils sont tous en train de passer un bon moment. Et il y a la radio, ici au premier plan. Et dans la radio, il y a une petite voix. Il y a une petite voix qui dit oh putain, il y a eu un cambriolage au Dakota du Nord. Là, il y a des mecs, ils ont cambriolé la banque et puis ils se sont barrés en ski en télésiège. Et ça donne un petit peu la puce à notre héros qu'il y a un truc qui va pas avec ces gens autour de lui quand même. Là, il se dit bon, c'est la merde. Il commence à comprendre que ça se passe mal. Regardez, là, il regarde la radio avec la pipe comme ça. Il a arrêté de fumer. Son cerveau, par contre, il fume de ouf. Et il est en train de se dire putain, c'est eux, putain. Oh putain. Mais vu que c'est un héros des années 50, il reste très très flegmatique. Hein. Il va pas surréagir, vous inquiétez pas. Elle s'en fout. Hein. Elle sait aussi qu'il y a eu un braquage, mais elle brûle la vie par les deux bouts, comme je vous ai dit. Elle fume, elle boit, elle en a rien à péter, mais vraiment que dalle. Et lui, le méchant, lui, bah, il entend ça à la radio et il est en mode merde, on est grillé. Évidemment, on est grillé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Alors là, on va essayer d'arranger les choses. Ça, c'est le moment du film, on arrange les choses. Donc là, le héros, il fait mais dis donc, vous seriez pas des cambrioleurs, vous, par hasard? Et lui, il dit mais dis donc, ouais, peut-être, mais peut-être pas, qu'est-ce que vous en savez? Et là, il y a la meuf qui, pour arranger encore plus les choses, elle ramène son grain de sel, elle fait mais dis donc, bisous, bisous, bisous. Et elle embrasse le mec gratos devant son autre mec, qui lui, il regarde ça, là, quand même, là, il est un peu obligé de réagir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Boum, tatane dans la gueule du gars, hein, pas de la meuf. C'est un film plutôt sympa sur ce côté-là. C'est que, voilà, bah, c'est la meuf qui débarque et qui embrasse, qui roule une galoche gratos au héros qui se débat en plus. Le héros repousse la meuf. Le méchant, il tape pas la meuf, il tape le gars. Voilà. Ils ont fait du ski et de l'après-ski, le héros et la meuf. Bon, là, il y a le petit rigolo qui vient et qui fait un peu moins le rigolo, qui dit non, mais parce que lui, il est prêt à mettre une tatane au boss, tu vois, mais lui, il prend son flingue de manière un peu bizarre, d'ailleurs, je suis pas hyper sûr qu'on tienne un revolver de cette manière, hein. Et il est en mode non, mais tu tapes pas mon boss, c'est mon boss, et puis sans lui, bah, j'aurais pas d'argent, donc non, moi je veux bien être rigolo, mais des moments, faut quand même se calmer. Mais vous inquiétez pas, juste après, il redevient un peu le rigolo, et puis il commence à tisser une petite histoire d'amour avec la matrone, là... Il cuisine avec elle, il passe du bon moment, etc. Bon, pendant ce temps, l'autre, le Rital, lui, il entend toujours la créature. C'est le seul qui entend la créature. Hein. Donc il ressort, il y a un bruit de créature, là, je vais voir dehors. Hop, la créature l'attrape, regardez la patte de la créature, boum, sur les yeux, elle lui fait un espèce de coucou seki. Regardez bien, passer une des fois, on voit bien la créature, c'est bien. Encore une fois, faites pas attention aux ombres, hein. À ce moment-là du film, c'est plutôt la nuit. Donc hop, il se fait attraper par la créature et qu'est-ce qui lui arrive? Bah rien, il retourne au chalet, puis il fait bon, j'ai été blessé, et on lui demande qu'est-ce qui se passe, puis il fait bon, rien, et il fume une clope, voilà, tranquille. Là, les gens, là, tous ceux-là, ils se disent attends, il y a un peu anguille sous roche. Lui, il se fait quand même carotte pas mal dans le film, le héros, et pour le moment, il a toujours servi à rien, hein, je vous le rappelle. Il n'a pas fait grand-chose d'héroïque. Même le bisou, c'est pas de son initiative, c'est la meuf qui l'embrasse, ça c'est incroyable. La créature doit avoir un pouvoir d'oubli. Peut-être. Les fourmis d'Andem étaient mieux faites. Y a la matrone qui dit hey, je dois aller chercher du bois dehors, tu viens avec moi? Et il lui regardait comme il est super content qu'elle lui demande ça.
mais il est aux anges, il est ravi. Donc hop, ils sortent et il se passe un truc dehors. Il y a des bruits chelous de nouveau, il se passe un machin là. Oh là 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 là, la créature qui s'en prend de nouveau à une femme. La créature, franchement, un peu moyen de ce côté-là. Hop, elle embarque la meuf. Pendant ce temps, le héros et l'autre meuf, le héros il a fait à la meuf. Eh viens, ton équipe là, c'est vraiment des boulets, ils volent de l'argent et puis ils se cassent en télésiège. Moi je te propose, on se casse entre nous, on les laisse se démerder. Et elle accepte. Elle accepte complètement. Donc ils se bardent les deux. Ils quittent le scénario, mais vraiment. Le héros n'a encore rien fait, il dit à la meuf, viens, on se casse du scénario, là ça pue. Pendant ce temps, le petit rigolo, il va sauver la matrone parce que la créature, elle a trouvé une autre grotte qui traînait juste à côté. Donc il débarque, il essaye de découper les toiles d'araignée pour sauver la matrone. Mais là, je vais vous révéler la créature. Est-ce que vous êtes prêts? La créature, c'est ça. La créature, c'est, comment il s'appelle c'est cousin machin dans la famille Adams, s'il s'est pas lavé. C'est le cousin reggaeman de cousin machin dans la famille Adams. Il est incroyable. Et ce qui est ouf, c'est que c'est un ragondin empaillé avec des toiles d'araignée. Mais ce qui est ouf, c'est qu'il a l'air d'y avoir une forme un peu sympa. Regarde là, il a l'air d'y avoir des dents pointues, il a l'air d'y avoir une bouche. Mais tout le reste est trop mal foutu pour qu'on comprenne vraiment ce que c'est. A noter qu'il y a un acteur là-dessous. Hein. C'est pas une marionnette, il y a un vrai acteur apparemment qui est là-dessous. Et qui fait aussi un caméo dans le bar. Et voilà. Donc ouais, c'est un truc qui bouge. Il y a un mec là-dessous, là il y a ses bras qui sont en fait les deux espèces de deux longs machins là, avec lesquels il essaye vaguement d'attraper des gens, mais il arrive à attraper que des femmes, mais pas des hommes apparemment. Donc voilà. Bon là on vous montre la créature. Le petit rigolo, ça se passe quand même mal pour lui cette fois. Hop, il se fait attaquer par le bras. Il se prend un coup, boum, ça va pas. Eux, ça c'est le moment incroyable. Je vous rappelle, l'équipe, ils se sont réfugiés dans un chalet. Parce qu'il y avait une tempête. Lui, il a dit à la meuf, viens, on se barre. Et ils se barrent, et puis d'un coup, ils font, ah mais merde, il y a une tempête. C'est juste. Bon, on va se cacher dans cette grotte. Bah, ça tombe bien. Ça tombe bien. Pourquoi? Parce que c'est la même grotte dans laquelle il y a la créature. À partir de là, d'ailleurs, j'ai fait ce plan. Le film dure 1h27, je crois. Un truc comme ça, 1h26, 1h27. Il me semble que ça, c'est le screen que j'ai pris au moment où il reste 1 minute de film. Il reste 1 minute de film. Je vous rappelle qu'il y a encore une créature qui bute des gens, qu'il y a encore le gros boss, qu'il y a encore le Rital. Il y a encore plein de gens. Il reste 1 minute de film. Il n'y a rien qui est fini. Je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Les autres, ils sont au chalet. Bref, comment tu conclus ça en 1 minute? Eh ben, comment le film fait en 1 minute? Vas-y, je vous montre. Alors, le héros, il voit la créature débarque, elle essaye de l'attraper. Regardez, elle fait un peu pitié à la créature, quoi. Lui, il est un peu au-dessus, la créature, elle avance avec les deux bras en avant et... Vraiment, elle fait ce qu'elle peut, hein. Mais bon, bah, elle se fait tirer dessus, voilà. Pendant ce temps, le méchant, il est dans la grotte, on sait pas ce qu'il fout là. Il a débarqué dans la grotte avec le Rital, d'ailleurs. Donc, il vient, il enlève la meuf. Lui, il la donne au Rital et il avance et puis il est en mode, putain, il y a une créature. Et la créature, en fait, bah, elle l'attrape. Regardez, là, je vous ai remis un plan de la créature parce qu'elle est incroyable. Qu'est-ce qu'elle est belle. Quelqu'un a morvé sur la pellicule, c'est tellement trash. Elle est belle, hein, elle est belle. Donc voilà, le grand méchant, il est mort. Le Rital, lui, il s'est aussi pris un coup, ça se voit, il saigne de partout. Il tire sur la créature qui prend feu. La créature prend feu, donc tu me demandais avant si elle fume. Elle fume aussi désormais. Voilà, donc la créature meurt. Lui, le méchant là, il meurt juste après parce que c'est son dernier tir avant de tirer dessus. Et pendant tout ça, du coup, le héros n'a rien foutu. Et c'est la fin du film. Il regarde ça. Là, j'ai les pubs du coup pour d'autres films très sympas. Lui et la meuf, ils regardent tout ça, ils se disent bon, ok, tout le monde est mort, on peut se casser. Bon, on peut même retourner au chalet en attendant que la tempête s'arrête. Hein. Il y a des lingots à la maison et tout. Franchement, on a une vie pour nous. Fin du film. Et voici l'image du film. C'est un truc de fou, hein. Ces fins rushées de l'époque, moi je trouve ça incroyable. Grandiose. Ok, je vais couper la musique Dark Horror là qui est un peu malaisante.
Et je vais vous remettre d'autres trucs un peu plus sympas. Voilà, donc c'était le film en 25 frames. J'espère que vous avez apprécié. Pas de superflu dans cette fin, non, effectivement. Et même sur les moments d'action finale, j'ai les pubs YouTube qui apparaissent. Parce que c'est un film que j'ai vu sur YouTube, qui était gratuit dispo sur YouTube. Et voilà, voilà, voilà. J'espère que vous avez aimé ce film. Qui était produit par Roger Corman, du coup, comme je l'ai dit avant. Et j'ai d'ailleurs un expert Roger Corman, je crois, qui est qui regarde dans l'heure, que c'est bien. Du coup, moi, bah, j'ai regardé un peu le film au moment où il se barre en télésiège. Je me suis dit, vas-y, je vous en parle. Et du coup, j'ai fait quelques recherches dessus. Et le premier truc que je fais, bien sûr, c'est d'aller voir la page Wikipédia. La page Wikipédia française, qui nous dit, et là, ça explique tout. En fait, ce film est une parodie. Ce film est une parodie, c'est pour ça que le monstre il fait cheap, c'est pour ça qu'il y a plein de trucs qui nous semblent un peu chelous, etc. Et en même temps, moi je me suis dit, putain, c'est une parodie, mais je trouve que les codes de la parodie, du coup, ont vachement changé depuis. Et effectivement, le truc qui explique ça, c'est que j'ai regardé après le Wikipédia anglais, et j'ai même regardé un peu plus largement, je n'ai trouvé à nulle part cette info que c'est une parodie. Donc c'est une invention du Wikipédia francophone qui nous sort ce film est une parodie. Non, je ne crois pas que ce soit une parodie. En plus, c'est pas sourcé évidemment, hein, sinon j'aurais trouvé la source d'où vient cette info. Je n'ai pas trouvé. Enfin voilà. Donc non, ce n'est pas. Donc le Wikipédia français dit que c'était une parodie. Le reste d'internet dit rien là-dessus en fait. C'est juste voilà. Le Wikipédia français tout seul qui s'est dit vas-y, vas-y, vas-y. On va dire que c'est ça. En vrai, pour le genre de film que c'est pas si mal. Je vous ai mis cette affiche parce que justement à l'époque, c'était ce genre de film qui sortait avec un autre film. Vous alliez voir en fait deux films en même temps au cinéma. Vous payez pour voir deux films. Et là, c'était du coup un duo de Wasp Woman et The Beast from the Haunted Cave que vous pouviez voir du coup les deux à la suite. Et j'aime bien ces affiches en plus. Je trouve qu'il y a un truc qui est toujours assez sympa. Two New Thrill Shocking Hits. Voilà, voilà. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est Roger Corman, le producteur, c'est un producteur assez légendaire qui a vécu très vieux en plus, qui est décédé il n'y a pas si longtemps, il me semble. Et qui a produit énormément, énormément, énormément de films. C'est un gars qui avait vraiment une politique de produire, 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 produire à fond, pour sortir une fois de temps en temps quand même un film un peu au-dessus. Mais le but, c'est vraiment de faire des petits films de série B, voire Z, fauchés, de les produire le plus vite possible, enfin de les réaliser le plus vite possible pour que ça coûte pas trop cher, etc. C'était un vrai magouilleur. C'était un vrai magouilleur. Là, notamment, ce film a été tourné au Dakota du Nord parce qu'il tournait un autre film, je ne sais plus lequel. J'ai pas noté. Il tournait du coup un autre film et il s'est dit vas-y, vas-y, pour rentabiliser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre quasi toute la même équipe, genre pas mal des mêmes acteurs, la même équipe technique, etc. Et ils vont faire un deuxième film en fait au même endroit, comme ça on paye moins cher. Voilà. Oui, l'année passée à 98 ans, ouais, c'est un truc de fou. Sacré monsieur. Après, le film en soi, qu'est-ce qu'il vaut dans ce contexte-là? Le film n'est pas incroyable, hein, mais franchement, en soirée entre potes, il est quand même assez marrant. Il y a pas mal de trucs très drôles, genre le fait que cette créature, elle fait un petit peu mal au cœur parce que vraiment, elle a de la peine à tuer ses victimes. Le scénario, il a un petit peu de la peine à fonctionner. Le héros, c'est vraiment un héros à la Indiana Jones, hein, qui fait pas grand-chose du film, qui sert pas à grand-chose. C'est assez drôle et vraiment le truc super, c'est ce second couteau qui est poursuivi mais hanté par la créature, mais qui jamais, jamais, jamais va réagir, va prévenir les autres, va dire putain c'est la merde les gars, il y a une créature qui nous poursuit, on est dans la merde. Non, jamais, il se tait, il subit le truc et il meurt dans la dernière minute du film quoi. C'est ouf, c'est ouf. Et tout le long, il ferme sa gueule sans que tu saches exactement pourquoi. Le personnage féminin est très cool. Le personnage féminin, j'ai trouvé très chouette. J'étais triste de voir que l'actrice, en fait, n'a vraiment rien fait, apparemment. J'ai pas vraiment trouvé une filmo qu'elle aurait faite. Mais je trouve qu'elle est chouette. L'actrice est sympa et elle joue une meuf bourrée et qui fume tout le temps. C'est assez marrant, quoi, comme personnage. Mais pour parler de ce film, il faut parler d'un autre film qui s'appelle Naked Paradise.
Je n'ai pas l'affiche, mais je crois que je vous ai mis une autre. Voilà, je vous ai mis une autre affiche de la bête de la caverne hantée. Voilà, regardez. Avec le titre en français, où là, on voit un peu plus la forme qu'est censée avoir la créature. C'est rigolo. Donc, Naked Paradise, c'est aussi un film produit par Roger Corman et qui nous raconte l'histoire de 3 mecs louches qui sont accompagnés d'une fille et ils partent en croisière avec un héros sympa qui va les guider en bateau. Mais d'un coup, on va découvrir qu'en fait, si ces gars sont partis en bateau, c'est pour échapper à un braquage qu'ils ont commis. Plus tard, il y a une tempête, ils vont se retrouver coincés ensemble. Et voilà. C'est exactement le même scénario, sauf qu'il n'y a pas de créature. Ce qui s'est passé, c'est que Roger Corman, il s'est dit, vas-y, j'aimerais refaire ce film, j'aimerais refaire Naked Paradise, mais plutôt que de le faire sur la mer, on va le faire en montagne, et il faut qu'on intègre un monstre. Et il a bien fait, parce que du coup, moi, je n'ai pas regardé Naked Paradise, mais j'ai regardé La Bête de la Caverne hantée, parce qu'il y a un gros monstre, et je me suis dit, ah tiens, vas-y, ça va être marrant, ça va être un film avec un gros monstre. Voilà. Ça a été filmé dans le Dakota du Sud en 13 jours, et le fait qu'ils aient été tournés dans le Dakota du Sud, c'est quand même plutôt sympa, parce que ça donne les meilleurs plans du film. J'avais vu aussi que leur idée, c'était que le monstre, c'était de faire une espèce de mouche sans ailes. Voilà. Que c'était un peu compliqué, ils ont galéré à faire le monstre comme d'hab avec vraiment pas de moyens. C'est toujours assez compliqué. C'est un film qui est vachement inégal. J'ai été content parce que moi en regardant le film, je me suis dit le film n'est pas très bon. Vraiment objectivement, c'est pas un très bon film. Mais il y a pas mal de plans qui sont quand même cool. C'est le premier film du réalisateur d'ailleurs. C'était le tout premier film de Monty Hellman. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a des plans, il y a des scènes et tout où c'est vraiment tiré, ça fait un peu vieillot, où c'est ces plans un peu théâtraux, où c'est juste, on vous présente les différents personnages qui discutent entre eux et tout, on fait pas vraiment de chant contre chant, etc. Enfin voilà. Mais il y a des plans comme je vous ai montré, notamment dans la neige, et puis ce plan genre avec la radio au premier plan et les autres derrière, il y a quelques moments en fait qui sont très chouettes, c'est assez inégal, et j'ai vu que c'était un peu la manière dont il a été reçu le film à l'époque, c'est qu'il y avait des bons trucs, des très mauvais trucs, enfin voilà. Je n'ai pas un avis très différent de ce qui se disait du coup à l'époque. Le truc qui se ressent surtout, c'est que le monstre, il est rajouté à la truelle. On voit qu'ils ne savaient pas trop comment rajouter le monstre dans l'histoire. L'histoire, elle aurait pu fonctionner sans le monstre, hein, mais ils l'ont un peu rajouté au forceps. Et comment ils l'ont rajouté? C'est vraiment une créature qui est réveillée parce que les gars, ils ont foutu une bombe dans la mine, et la créature a une conscience assez forte pour se dire c'est ces fils de pute qui ont placé une bombe dans mon lit, là. Bah, je vais les suivre avec la meuf de celui que j'ai buté, là. Et ça marche pas de ouf, du coup, quand tu réfléchis comme ça. Les films indés du milieu du XXe siècle, il y a tellement à boire et à manger, ouais. Scénar de Godzilla. Puis bon, le gros problème, c'est le héros Indiana Jones, mais qui n'a pas le charisme d'Indiana Jones et qui ne fout rien, quoi. Qui n'offre pas vraiment de film d'action, qui subit du début à la fin ce qui se passe, quoi. On aurait pu avoir le même film sans le gentil, qui n'a rien d'héroïque finalement, et ça n'aurait pas changé grand chose. Vous mettez un autre guide qui se fait buter seconde après, c'est bon, quoi. Ou même juste, la fille, elle sait faire du ski, il n'y a pas besoin du personnage du héros, quoi. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, après, il dynamise aussi quand même ces scènes de blabla, etc. Et je voulais aussi quand même mentionner un fait plutôt sympa. Attendez, je baisse un peu le son, mais c'est toujours mon casque, c'est trop fort en fait. Voilà, j'ai l'impression que le son est super fort, mais c'est mon casque. Truc rigolo que j'ai vu aussi. Une anecdote sur Roger Corman par rapport à ce film. Roger Corman, du coup, a engagé l'équipe, a engagé notamment Monty Hellman, du coup, pour ce premier film. Et il l'a envoyé, du coup, aller tourner ça dans la neige, etc. C'était hyper galère, le tournage dans la neige. Imaginez, en plus, avec le matos de l'époque et tout. Et genre, la première, genre, le premier jour, il a rien pu tourner parce que l'équipement avait gelé, c'était trop la galère, etc. Il a eu Roger Corman au téléphone le soir même pour expliquer les galères. Roger Corman l'a engueulé, lui a dit qu'il devait tenir son quota, que le film devait être tourné dans les 2 semaines parce que sinon c'est lui qui allait débarquer et que lui était viré. Bref, truc assez vénère quand même. Hein.
Pour rappeler que Roger Corman, c'est pas non plus le gars, ah tiens, c'est trop sympa, trop rigolo, il a fait plein de films avec des monstres rigolo, c'est sympa. C'est aussi un gars qui a fait bosser des gens dans des conditions des fois très difficiles. Il a donné du coup en fait l'occasion à plein de gens, plein de réalisateurs et plein d'acteurs de commencer, genre Jack Nicholson notamment. C'est le premier nom qui me vient en tête. Mais il a aussi eu quand même un management qui était hyper discutable. Tu aurais le droit de faire une page cinéma dans le journal que tu veux écrire. Franchement, j'aimerais bien. Je verrai. Je le négocierai. Voilà pour ce que j'avais à dire de la bête de la caverne hantée. J'espère que ça vous a plu comme petit film. Et on va pouvoir passer au prochain. Si vous voulez le voir, hein, je vous le rappelle, c'est disponible sur internet. Voilà. C'est du Roger Corman sur 10. Voilà. Je vais vous parler de quelques films en vrac, c'est-à-dire que je vais en parler un peu plus rapidement maintenant. On va commencer avec The Swiss Conspiracy. Pour vous montrer un film d'action suisse. C'est incroyable. Bon, c'est pas un film suisse, c'est un film qui a été tourné en Suisse par contre. Donc je vais vous montrer un peu nos beaux paysages. Et puis on en parle tout de suite. C'est parti. Here are the diamonds. 5 of the richest, most powerful people in the world are trying to buy their way out of dying in the Swiss conspiracy. Do you have anything to declare? No, nothing. Have a nice day, Mr. Days. David Jansen is Christopher. He's the only man who can uncover the conspiracy. Yeah, 5 little secret accounts came to Zurich. Hayes was killed and then there were 4. Rashi was killed and then there were 3. Senta Berger is Denise. She also works undercover. I want to make a confession. What do I look like, a priest? The Swiss conspiracy. The name of the game is blackmail. If you want your client's secret bank accounts to remain secret, wait for instructions. What are we to do? Go to the police? Never. The stakes, a fortune in uncut diamonds. High value in a small package. Easy to conceal, easy to market. The players, 5 desperate people, each with a deadly secret. The score, 2 dead, 3 to go. The rules, anything goes. The only way to win is to stay rich and stay alive. The Swiss Conspiracy, starring David Jansen, Senta Berger, John Saxon, John Ireland, Elka Summer, Ray Milland, Anton Diffring. The Swiss Conspiracy, the ultimate blackmail thriller. Voilà. The Swiss Conspiracy, film sorti en 1976. Non, il n'y a pas de Alain Delon. Bonsoir Jane Hans. Il y a de bons films suisses. Il y a plein de bons films suisses. On pourrait faire une soirée film suisse où je vous présente des films suisses, thématique cinéma suisse. Ça peut être sympa. J'en ai quelques-uns en plus dans ma bibliothèque et tout que j'aime beaucoup. De la fesse, des flingues, des hélicos, du PES, un jeu d'acteur approximatif. Et de la funk sous acide de ouf. La musique est trop bien. La musique, c'est peut-être le meilleur truc du film. C'est vraiment la musique de cette époque. C'est assez rigolo. Il manquait John Wales et John Scotland pour avoir la collection. Ah, c'est... Mais déjà, là, on a une bonne équipe. Alors, j'aime beaucoup la bande-annonce. La bande-annonce est vraiment mensongère. Parce que le film a la malédiction suisse, c'est-à-dire qu'il est lent. Il est lent et un peu chiant. Et c'est assez rigolo de ce côté-là. Pour un film d'action, il est assez lent. Et vous avez, je pense, à peu près tout ce qui se passe de scènes d'action dans cette bande-annonce. Genre, la course-poursuite en voiture prend 2 minutes de film, je pense. Et en plus, elle a aucun enjeu. Parce que c'est juste ce truc à la James Bond, du gars qui veut impressionner la fille et la fille qui veut impressionner le gars. Il y a vraiment cette scène ridicule où la femme fait « Suivez-moi ». Puis elle roule en voiture et lui, il roule derrière. Mais c'est un mec, il peut pas rouler derrière la meuf. Donc il va la doubler. Et puis la meuf, ah ouais, haha. Et du coup, elle va le doubler à nouveau et lui, il va la doubler. Et puis après, bah, il se retrouve dans cette situation ridicule. Vraiment, juste parce qu'il a été bête. Et voilà. Sacré Johnson. T'as reconnu combien de lieux dans le film ? J'en ai pas reconnu énorme parce que ça se passe principalement en Suisse alémanique, mais on reconnaît Zurich de ouf.
Et effectivement, une bonne partie, j'ai regardé après, une bonne partie du film a été tournée à Zurich. Il y a un moment où je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être le bord du lac Léman et tout, mais je suis pas sûr à 100%. Je crois qu'il y a une partie qui a été tournée vers Genève, parce qu'à un moment donné, en plus, il y a des plaques genevoises, donc voilà. Et oui, la Suisse, on est un tout petit pays. Et du coup, c'est un film qui se tourne, on est en mode, ah mais oui, c'est chez le cousin Bernard, ça. Bon, du coup, The Swiss Conspiracy, je voulais vous en parler pour deux choses. Déjà, la première, c'est que ce film de 1976 a été réalisé par un excellent réalisateur, qui est celui-ci, Jack Arnold. J'ai ce coffret ici, de lui, avec les films L'homme qui rétrécit, Le météore de la nuit, La revanche de la créature et Tarantula. Tarantula qui est, je crois, le tout premier, ou un des tout premiers films avec Clint Eastwood, d'ailleurs, qui fait figurant dedans, qui fait un pilote d'avion. Jack Arnold, c'est vraiment vraiment bien. Si je ne vous conseillerais qu'un seul film de ce monsieur, Tarantula c'est sympa, Le météore de la nuit c'est un peu vieillot quand même. La revanche de la créature c'est très bien, et L'homme qui rétrécit c'est un des films les plus angoissants de l'histoire du cinéma. C'est l'histoire d'un mec qui rétrécit, c'est tout. Et c'est tout ce qu'il vous faut pour regarder ce film. Franchement, regardez-le. Ou un coup, on se le regardera un soir ensemble. On verra. Tu confonds avec La créature du lac Noir 3, je crois. Quoi ? Non. Alors ici, j'ai vraiment... c'est écrit ici en plus. La revanche de la créature. Hop. C'est absolument excellent. Oui, on est tous d'accord, c'est bien. Comme Tintin et l'affaire Tournesol. Bien. C'est la première chose pour laquelle je voulais vous parler de ce film. Et l'autre raison pour laquelle je voulais vous en parler, c'est que du coup, je me suis retrouvé face à un film qui va utiliser des clichés suisses. Et j'ai trouvé ça trop drôle. Et en tant que Suisse, voilà, je me suis senti très heurté et tout. Mais en vrai, c'était très rigolo, c'était très cool. Pour vous résumer l'histoire, au cas où vous n'avez pas trop compris ce qui se passe. Alors, ça se passe en Suisse. Il y avait le secret bancaire en Suisse, vous savez, c'est-à-dire que c'est anonyme, hein, ceux qui ont les comptes, etc. Mais un jour, il y a 5 riches d'une banque suisse qui vont voir leur secret être révélé. Menacé d'être révélé plutôt. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir une lettre d'un gars qui dit « Hey, je te connais, je sais que tu as un compte en Suisse dans cette banque, file-moi 5 millions, sinon hop, je dis qui t'es, je dis que tu fais des sales trucs, etc., des sales magouilles. » Parce que tous les gens riches qui ont un compte en Suisse, dans le film, c'est pas franchement des gens très sympas. C'est pas des gens très recommandables. Et du coup, c'est très très drôle. Parce que vraiment, le film va jouer sur plein de clichés. Le film, c'est un espèce de film entre le film d'enquête et d'action. Il est pas incroyable. Il est pas incroyable de base, mais il a assez de trucs. Les scènes d'action, il y a quelques petites scènes d'action qui sont sympas. Pour un film moyen, pas trop budget, etc., il est quand même un peu plus haut. Notamment, je pense, parce qu'il y a Jack Arnold, et puis la réalisation, elle te prend quand même, quoi. La réalisation, elle fonctionne quand même à pas mal de moments. J'aime bien ce plan, par exemple, je le trouve sympa. Il y a quelques plans qui sont... Il y a des moments, il y a des scènes qui sont plutôt sympas. Il y a la scène du train qui est plutôt sympa. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un peu un sous-James Bond, quoi. Un sous-James Bond à une époque où James Bond, c'était déjà pas incroyable, quoi. Mais du coup, ce film pas très bon est quand même très drôle si t'es suisse et que tu regardes ça, parce que les clichés sont magnifiques. Genre au début, t'as un panneau. Le film s'ouvre sur un panneau qui explique la Suisse, c'est le pays qui ont le chocolat, les montres, mais ils ont aussi le secret bancaire. Et du coup, tous les criminels et les corrompus ont leur argent là-bas. Et t'es là, ouais, la vache! Ok, ça balance comme ça. Très bien, ça me va bien. Continuons. Ensuite, la première scène du film, c'est un marchand d'armes qui atterrit, qui arrive à la douane suisse. T'as les douaniers suisses, ils sont en mode des choses à déclarer et tout. Puis t'as le gars qui est en mode non, rien à déclarer. Puis t'as les deux douaniers suisses là qui du coup ouvrent une mallette et elle est pleine de billets. Et ils referment la mallette et ils la prennent. Puis ils font bonne journée monsieur. C'est les gars qui font ok. Ils se barrent, genre c'était prévu, tu vois. Et t'es là, waouh! Et oui, puis il y a vraiment le truc bienvenue en Suisse. C'est incroyable, c'est incroyable. Bref, après c'est dommage parce que ça c'est vraiment au début du film. Après ça se calme, il y a moins de jeux, il y a moins de trucs comme ça, mais vraiment au début, les Suisses c'est vraiment des corrompus. Je vous ai juste mis une image aussi du banquier, le banquier suisse. À quoi ça ressemble un banquier suisse? Et ils ont vraiment trouvé le gars qui a la tête du banquier suisse. Attendez,
En plus, c'est pas cool. Je vous avais préparé des images et tout, et en fait, je vous les montre pas. Alors attendez, est-ce que c'est celle-ci? Voilà, c'est le banquier suisse. Voilà, lui, c'est un banquier suisse qui est pas un méchant, qui est un gentil du film, mais qui est dépassé par les événements. Parce que lui, il veut juste protéger le secret bancaire suisse. Et voilà, donc le film n'est pas incroyable. Je vous le conseille pas forcément, hein. Mais je voulais vous le mentionner justement parce que c'est le dernier film, c'est le tout dernier film de Jack Arnold quand même. Donc respect. Jack Arnold, c'était un chouette réalisateur, mais le film souffre d'un scénario qui vraiment ne tient pas la route. Il n'y a pas vraiment, il y a pas trop à se plaindre de la réal, hein. Mais c'est plus le scénario qui pêche et qui fait que ça limite pas mal ce qui peut être fait, quoi. Voilà. Clint est dans La Revanche de la créature, et pas dans Tarantula. Il est dans Tarantula, il me semble, hein. Je suis assez sûr qu'il était dans Tarantula. L'homme qui rétrécit, je l'ai vu au NIF, présenté par David Cronenberg. Oh la vache, trop bien. Je souhaite me corriger, Clint Eastwood était bien dans Tarantula, mais je l'avais pas vu, je l'avais pas calculé du tout. Ah, ça va, ça me rassure. Même Astérix chez les Helvètes est pas aussi parodique. Il est même plus banquier que suisse, je dirais. C'est vrai. Ah, et ça parle 2 minutes allemand au début du film, et après ils arrêtent. Après, ils se rendent compte que s'ils font ça, ils vont déclencher une guerre, donc ils se sont un peu calmés, voilà. Ok, on passe au prochain film, le petit film noir et blanc. C'est parti. Qui est un très bon film, donc je suis obligé de vous montrer quelques images. On va faire assez rapidement dessus. Je vais vous parler d'un film incroyable la prochaine fois. On va parler de Quand passent les cigognes. Vous verrez, ça va être trop bien. En attendant, voilà. Donc, L'Intendant Sancho, un film de Mizoguchi dont on a parlé déjà la dernière fois. Je suis désolé, la qualité elle est pas ouf. En fait, j'aurais pu vous raconter ce qui se passe en même temps. C'est évidemment pas la bande-annonce officielle, hein. Et voilà, là c'est la séparation de la famille. La maman qui est embarquée d'un côté, puis les enfants qui restent de l'autre. Et la maman devient aveugle. En fait, il vous fait le résumé du film. Mais pas en 25 frames, mais en 25 plans, j'ai l'impression. Putain, j'ai déjà envie de le revoir, ce film. Bon. C'est bien, je vois ça et ça me donne envie de vous parler de plein de trucs du film. Alors je suis content parce que j'avais pas vu ça avant et en fait je mentionne des trucs dans les petites notes que j'ai notées, dans les petites notes que j'ai prises, qui collent de ouf avec ça, quoi. Donc c'est L'Intendant Sancho, film de 1954 de Kenji Mizoguchi. 1954, c'est une date importante, hein, parce qu'on est vraiment pas loin de Rashomon, en plus, qui va propulser, qui va faire connaître le cinéma japonais dans le monde. Il me semble c'est 1955 Rashomon, si je dis pas de bêtises. Mais je suis pas sûr, je vais pas vous dire de bêtises, donc prenez ça avec des pincettes. Et Rashomon, en tout cas, d'Akira Kurosawa, c'est le film qui va réussir à faire connaître le cinéma japonais
dans le reste du monde. Attendez, je vais juste regarder. Parce qu'en même temps, celui-ci a gagné le Lion d'Argent. Ah, 1950, ouais, j'étais un peu à côté, voilà. 1950 et 50... Il aurait gagné en 52, du coup. C'est ça? Bon, bref. Ouais, donc c'était même un peu plus tôt. Oui, ok, ça colle plus. En vous parlant, je me disais, il y a un truc qui marche pas parce que lui, il a gagné le Lion d'Argent à la Biennale. Hop, voilà. Bref. Alors, pour vous résumer l'histoire, c'est un gros drame. Hein. C'est l'histoire d'un gamin qui a son père qui est tué par le chef. Ouais, disons leur père est chef d'une région. Et il essaye en fait de faire en sorte que les gens dans la région meurent pas de faim, etc. etc. Mais il y a le gouverneur de la région, donc un peu haut placé, qui va lui dire non, il faut prendre l'argent, etc. Il faut prendre les vivres aux paysans. Et puis un peu le papa chef de région va dire non, je fais pas ça. Du coup, ça se passe pas. Le père est tué ou exilé, je ne sais plus exactement. Les enfants et la mère vont tous être enlevés. La mère va être amenée à la capitale et va devenir une prostituée, pendant que les enfants vont être donnés comme esclaves à l'intendant Sancho. C'est un homme dur et c'est un homme qui ne les respecte pas et qui a plein d'esclaves. Voilà. Le gamin va grandir et va ensuite essayer de se venger et retrouver sa maman. Le film est vraiment touchant. J'ai adoré. C'est un de mes... C'est peut-être mon Mizoguchi préféré là, de tête, de mémoire. En tout cas, c'est celui qui m'a le plus impacté à court terme. Donc vraiment une excellente surprise. C'est un film super humaniste. Et je voulais vous en parler parce que Kenji Mizoguchi, c'est un gars qui fait des films qui sont très humanistes souvent. C'est des films où on a toujours de la pitié pour ces personnages. Il y a un truc assez fort qui se développe là-dedans. C'est des drames qui sont souvent durs, qui sont quand même assez durs. Et celui-ci en particulier, je trouve que c'est un excellent Mizoguchi et je trouvais que cette espèce de message humaniste qu'il a, on le retrouve de ouf dans la réalisation. Il arrive vraiment bien à le gérer dans sa mise en scène et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je vous en parle un peu. C'est des drames qui sont lourds mais où la caméra reste légère et arrive à nous les montrer de manière souvent très très simple. On est par exemple, on est assez loin de certaines scènes d'Akira Kurosawa par exemple, ou encore plus de Kobayashi, où là on va avoir des moments mais qui sont vraiment hyper tendus et pas mal durs quoi, à coups de gros plans, etc. Là il utilise très peu de gros plans et je voulais repasser sur certains trucs. J'avais noté, ça c'est intéressant, je vais parler de ça direct. J'aime beaucoup la manière qu'il a de filmer l'eau. Et en regardant ce film, je me suis dit, putain, mais j'aime trop comme il filme l'eau, comment il utilise l'eau, etc. Il utilise l'eau comme symbole et métaphore de plein de trucs. Il utilise l'eau comme métaphore du fait de se purger, notamment. Mais dans ce film-là, il utilise l'eau comme symbole de séparation et de distance. Et ça fonctionne de ouf, parce que le Japon, c'est une île, évidemment. Et regardez, ça, c'est la scène, je trouve ce plan incroyable. Voilà, la mère qui est enlevée et les enfants qui ne peuvent pas la rejoindre. Je trouve ce plan, il est trop beau. En plus, regardez, vraiment, le ciel est gris, la qualité est toute merdique. Hein, mais on ne voit pas vers où ils vont, c'est comme si elle part vers des brumes. Je trouve ce plan mais incroyable. Et le fait que, vous voyez là, la scène dure assez longtemps. Hein, cette scène dure assez longtemps. Et comme on marche sur l'eau, elle n'est pas profonde là et tout. Et bon, ils n'arrivent pas à aller. Je trouve que ça fonctionne super bien. Quand la maman veut des nouvelles de ses enfants, quand elle cherche ses enfants, elle se dirige toujours vers l'eau. Vous voyez, il y a la mer ici, elle est au sommet d'une montagne, et il y a ce plan incroyable. Enfin, ce plan, je le trouve très très beau, avec le vent dans le dos, et ce plan-là, je le trouve mais magnifique. Vous voyez ce plan, on est vraiment dans l'intimité de la maman, parce que vous voyez, la caméra, elle est un peu cachée derrière ses branches, etc. On a un peu ce surcadrage avec la maman qui est dedans, l'ombre dans l'eau, qui est un truc assez symbolique justement au Japon. Elle est vraiment, voilà, les pieds dans l'eau, à la recherche de ses enfants qui sont perdus, on ne sait pas où ils sont. Ça fonctionne tellement bien, je trouve ce plan trop beau. Et plein de plans du film sont trop beaux. Et il y a des plans que je trouve super modernes aussi. Là aussi, regardez, on a un surcadrage, voilà, avec ces deux... Je trouve que esthétiquement, ce film est ouf, et ces plans représentent vraiment plein de trucs. Là, c'est la ville, c'est où est censée être la maman, et hop, il va se mettre à courir. Voilà, ce plan, je suis choqué à quel point je le trouve trop moderne. Regardez. On commence sur lui qui arrive à cheval, qui est du coup plus grand, qui entre ici,
Et là, qu'est-ce que fait la caméra? Hop, elle monte pour nous montrer comment ça se passe ici, pour montrer tous les gens qui se baissent, etc. Je trouve, rien qu'au niveau de la technique, je trouve ça super moderne et tout, et vraiment cool. Vraiment sympa, et qui nous montre... qui nous offre pas mal de discours, avec souvent peu de choses, quoi. Et je trouve ça très très bien. Moi, j'aime bien cette mise en scène de Mizoguchi, où du coup, je la trouve vachement subtile dans ce film, plus que dans pas mal d'autres films. Ça m'a en tout cas tout particulièrement parlé. Et je trouve que l'histoire fonctionnait super bien. Voilà pour vous parler un peu de Keiji Mizoguchi. Je suis obligé de vous présenter un peu ce film. Je vous avais fait une longue présentation d'un autre de ses films la dernière fois. C'est un cinéma en plus. Vous voyez, on respire quand même beaucoup. On tourne pas mal dehors. On a peu de gros plans. On étouffe peu avec les gros plans. C'est plus le parti pris d'un Kobayashi, par exemple, qui va multiplier les gros plans pour appuyer l'intensité des regards, des émotions, etc. Là, on a cette femme qui est dans l'eau jusqu'à la taille et tout. Enfin, ça marche super bien. Voilà. Et il a eu le Lion d'argent à la Mostra de Venise. Voilà. Prochain film, on va parler d'un film avec Jackie Chan. Et là, je vais pas vous le présenter en 25 frames. Je vais vous le présenter en moins. Je vais vous le présenter en format court-métrage, mais d'abord, je vous montre quand même la bande-annonce. Parce que je suis curieux de voir comment ils ont fait la bande-annonce de ce film. Hop là, je vais la découvrir avec vous. C'est parti les gens. Vous avez fait partie de l'armée et de la police pendant 20 ans. Vous avez même été tireur d'élite et reçu des décorations. Mais après toutes ces années, vous avez toujours un salaire aussi minable. Ça valait le coup? Certaines choses n'ont pas de prix. Il est là quand j'ai besoin de lui. Contrairement à toi. Police! Capitaine Zong, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Combien de flics meurent chaque année? Et combien d'otages? Ouais, carrément! J'ai très envie de mourir! Si vous tirez sur le criminel, l'otage se fera transpercer la gorge. Si vous vous tuez, l'otage vivra. Plus que 3 minutes. C'est le meilleur moyen de sauver tout le monde. En échange, il libère 12 otages. C'est le lieutenant qui doit aller à l'intérieur. C'est trop risqué de les agresser. Pas plus que si tu vas tout seul. Ça, c'est mon affaire. Hop là, Police Story Lockdown. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu parmi vous? Je suis assez curieux de savoir. Police Story Lockdown, film de Ding Sheng sorti en 2013 avec, vous l'avez vu, celui qui produit le film et acteur principal, Jackie Chan. Hop. Merde. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Trop bien. Nope, pas celui-là. Eh ben très bien. Je vais du coup vous le résumer les gens. Juste, est-ce que le format est ok? Oui, ça va bien. Hop. Alors. Paf, paf. J'ai perdu mes notes. C'est bon, elles sont là. Police Story Lockdown, un film de Ding Chan sorti en 2013 dans un mood néo-noir qui nous raconte l'histoire de Jackie Chan. Alors, Jackie, c'est lui. Regardez, il a l'air très fâché. Ça sera une constante du film, il sera toujours très fâché pendant le film. Donc, pour vous résumer rapidement l'histoire, avec des images, je vous résume le film en images. On a Jackie Chan qui est fâché. Il va retrouver sa fille elle est en discothèque, elle est en boîte, voilà, elle est là. Elle est au téléphone, elle a les cheveux rouges, elle a des bracelets à pic, etc.
Jackie Chan, lui, il arrive et puis il trouve que c'est pas ouf comme elle est habillée. En plus, elle a un mec, c'est lui là, c'est le chef de boîte. Et il a pas l'air hyper fréquentable, donc Jackie, il est super fâché de ça. Le chef de boîte, en fait, c'est un méchant, il prend toute la boîte en otage parce que il cherche une vérité sur sa sœur qui est morte il y a quelques années, donc hop, il prend toute la boîte en otage. Jackie Chan qui est dans la boîte, ça tombe bien, donc paf, il patate les gens, il tape tout le monde, boum. Il y a un mec qui l'attrape par derrière, il le fait basculer, il fait 2-3 figures, paf, ils sont tous KO. Le méchant, il est en mode ouais, non, mais attends, moi j'ai pris en otage tout le monde, c'est parce que je veux savoir ce qui est arrivé à ma sœur. Jackie Chan, il va lui dire, parce que c'était le policier qui était face à la sœur de ce gars là et puis qui devait gérer la situation, il va dire bah en fait ta sœur elle voulait mourir, donc voilà, elle est morte. Ça saoule le méchant qui va embarquer Jackie Chan sur des voies ferrées et qui va lui dire vas-y, je vais mourir et puis on meurt ensemble. Jackie Chan il va dire non, et du coup ils survivent. Et du coup à la fin tout le monde va bien. La fille elle a plus les cheveux rouges, elle a plus de bracelet, regardez, elle a l'air toute gentille. Elle s'occupe de son papa qui était blessé et ils sont tout bien. Et voilà, c'est Police Story Lockdown, résumé en quelques images. Je me permets de vous le résumer et de vous le spoiler parce que ce n'est pas un très bon film. Ce n'est pas un très bon Police Story, ce n'est pas un très bon film. Parce que ce film a un véritable problème de titre. Police Story, ça renvoie à la saga Police Story avec Jackie Chan, qui était basé sur l'humour. Il joue aussi un flic, mais c'est basé sur les cascades et sur l'humour. Et les cascades en soi sont un moteur d'humour, sont un véhicule d'humour. On regarde Jackie Chan, il est plus... Pourquoi Jackie Chan est plus populaire que pas mal de gars qui savent faire des figures comme lui ? Parce qu'il utilise l'humour pour faire ses cascades. Et en utilisant l'humour, ça lui permet de faire aussi des cascades que les autres acteurs souvent ne font pas, d'utiliser des objets que les autres acteurs n'utilisent pas forcément. Après, ça va quand même plus s'utiliser. On a John Wick qui va commencer à maraver tout le monde avec des livres, par exemple, etc. Mais à un moment donné, Jackie Chan a vraiment lancé ce mood et tout. Je suis pas un grand expert du tout du cinéma hongkongais, hein, mais je me souviens de quand j'étais gamin et que vraiment on était tous trop fans de Jackie Chan. On connaissait Bruce Lee, on connaissait des bonhommes comme ça, mais Jackie Chan c'était celui qui le faisait avec humour et du coup ça nous parlait de ouf. Et là on est face à un Police Story du coup et je suis en mode putain ça va être drôle. Mais non, en fait, je savais que ça serait pas drôle parce que j'avais déjà entendu parler du film et puis les gens avaient dit ouais, c'est pas vraiment un Police Story. Puis je me suis dit ouais, mais peut-être qu'en fait, c'est juste que le film il est plus tragique que drôle. En fait, il est pas drôle une seule seconde. Il n'y a pas une seule. Je crois qu'il n'y a pas un seul gag de tout le film. Et ça, c'est tragique. Du coup, on est vraiment face à un titre complètement putaclic de Police Story Lockdown, alors que ce n'est pas un Police Story et tout le monde. Veut voir le film parce qu'il y a Police Story dans le titre, quoi. Et donc, ouais, il n'y a pas un pet d'humour. Jackie, il est sérieux comme une table nordique. L'affiche, franchement, représente bien ça. En plus, j'ai l'impression qu'il a été refait de ouf sur l'affiche. Il a un air un peu chelou. Et du coup, on est face à un film d'action qui est très vide et très classique, malheureusement. Et c'est quelque chose qui se retrouve assez dans la réalisation, qui est assez posée, qui est très fonctionnelle, hein. Et d'un coup, quand on a l'action devient assez hachée, malheureusement. Jackie Chan, au moment de faire ce film, il a entre 55 et 60 balais, donc voilà, il n'est pas tout jeune, on ne peut pas lui demander de faire des cascades de ouf non plus. Il n'y a pas de cascade de fin emblématique, par exemple, non plus, ce qu'on avait dans les Police Story, dans les autres Police Story. Donc il y a vraiment un truc où tout le film, c'est un peu une espèce de déception. Et on a un espèce de retournement de situation en milieu de film, justement, sur le fait de comment la sœur du méchant est morte. Qui n'est pas très intéressante parce qu'en fait, ça se découpe en plusieurs vérités qui apparaissent. Mais plutôt que de les distiller pendant le film, elles sont toutes prises et condensées. Et ça donne un truc ultra artificiel. Et qui, en termes de réalisation, donne aussi quelque chose de très, qui sonne très faux en mise en scène. On a vraiment plusieurs otages, enfin plusieurs personnes qui sont dans la boîte. Et à tour de rôle, ils vont dire « Oh, mais je me souviens de ce qui s'était passé, il s'était passé ça. » Et t'as un flashback. Des personnages qui sont justement qui sont là-dedans, qui sont dans cette espèce de braquage qui se passe dans une pharmacie, qui discutent entre eux et on découvre une petite action et ça revient dans la boîte de nuit. Puis t'as le méchant qui fait je ne peux pas croire ça, et t'as l'autre personne à côté qui fait il faut le croire, je prends la suite de l'histoire, et on revient au flashback et ça se passe genre 5-6 fois, c'est ouf. Et ça marche pas déjà en termes scénaristiques parce que du coup tu fous toutes les révélations d'un coup et c'est la manière dont c'est raconté, du coup c'est super haché et c'est super artificiel d'avoir un perso qui dit
Ok, je parle. Et après, t'as le suivant qui dit oh, c'est à mon tour, je prends le relais. Et t'as le troisième qui fait laissez-moi raconter la suite, etc. C'est très bizarre. Et c'est aussi très chelou en termes de mise en scène parce que quand tu changes d'espace comme ça, même si t'es revenu du coup dans l'espace de base, dans cette boîte de nuit, à chaque fois tu dois réintroduire cet espace. Et du coup, ça plombe un peu parce que on a un plan, voilà, on arrive dans le flashback, on a un plan du bonhomme qui a la meuf en otage, on a le contre-champ des gens qui sont en face, et après, les actions qui sont racontées se mettent en place. Ça revient dans la boîte de nuit, on a le plan de la réaction du méchant, on a le plan des autres personnages qui parlaient. Flashback, on revient dans le truc, on a un plan de nouveau du gars qui prend en otage, et du coup, tu rajoutes des plans, tu rajoutes quelque chose, tu rajoutes des informations que tu as déjà eues il y a 2 minutes, il y a 1 minute même. Et ouais, il y a 1 ou 2 minutes. Et ça plombe complètement cette pauvre scène qui essaye vraiment d'être le grand moment retournement, renversement du film et qui échoue tant au niveau du scénario que du niveau de la mise en scène, malheureusement. Du coup aussi, forcément, j'ai vu que la critique de l'époque a allumé le film parce que ce n'était pas un Police Story. Et on reproche beaucoup au film son titre de Police Story, mais le problème du film, c'est que s'il n'avait pas ce titre, personne n'aurait vu ce film et il aurait été oublié. Enfin oui, les fans de Jackie Chan l'auraient vu, mais il aurait été oublié et puis il aurait eu moins de succès. Donc, est-ce qu'ils ont bien fait ou mal fait de faire ce titre ? Bah, c'est soit il n'avait pas ce titre et personne n'aurait vu, soit il a ce titre et il se fait allumer. Donc voilà, on est là-dedans. Je fais une mini pause, je vais me prendre à boire. Et je reviens, il nous reste 2 films. Et je me réjouis de vous en parler. Recoucou. Alors, il nous reste 2 films, les gens. Et pas des moindres. 2 films dont j'ai très envie de vous parler. Je suis très content. On a combien de temps, là ? On a 1 heure, c'est bien. J'aimerais bien faire 1h30, pas plus. Hop là. Le prochain film, c'est un film qui est actuellement au cinéma. Réalisé par Wes Anderson, c'est The Phoenician Shem. On regarde la bande-annonce ensemble et on en parle tout de suite, les copains, avant de passer sur le gros morceau One Cut of the Dead. Actuellement, les secouristes s'efforcent de récupérer et d'identifier les restes d'Anatole Jaja Korda, homme d'affaires international, franc-tireur dans les domaines de l'armement et de l'aviation, l'un des hommes les plus riches d'Europe. Il s'agit du 6e accident d'avion officiel de Korda. Il laisse derrière lui 10 enfants, 9 garçons et une religieuse, sa fille Liesel. Je t'ai nommée unique héritière de ma succession, dont tu pourrais profiter plutôt tôt que tard. Pourquoi ? Ça fait 6 ans que nous ne nous sommes pas vus. J'ai mes raisons. Quelles sont-elles ? Mes raisons, je ne vais pas le dire. Je dis que je ne vais pas le dire. Tractation de Korda sur les infrastructures phéniciennes terrestres et maritimes. Le projet le plus important de mon existence. Notre objectif, perturber, paralyser, obstruer, faire obstacle à l'initiative de Korda par tous les moyens. Prenez les grenades. Aujourd'hui, ce soir et demain, nous rencontrons tous les géants et prétendons avoir accepté ce qui est convenu. Alors qu'en fait, c'est faux. Impossible. Tu vas voir l'honneur, tu as cru. Alors, face. Face. C'est normal que ce soit là, ça ? C'était sous le chariot déjeuner. Oh là là, qui t'a tiré dessus ? Des terroristes qui ne sont pas du coin. Tu prendras bien une grenade. C'est très aimable. Vous pourriez tomber amoureuse d'un homme comme moi, hypothétiquement ? Vous êtes sous, au bout de 3 bières. Pourquoi tirez-vous sur mon plafond ?
Ceci est un braquage au nom Non, de... non, ça j'ai compris. Je parle de mon plafond. Espèce de crétin, vous détruisez un magnifique nightclub. Il y a une chose que tu ne pourras jamais savoir, en tout cas. La vérité. Je suppose que je suis ému par cette performance absurde. Je reconnais cet assassin. Oh non. Pilule du suicide. Père Tout-Puissant, bénis cette âme et accueille-la dans ton... Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu? Je le verrai en VO en tout cas. Oui, en VO, je pense qu'il passe mieux. Hop là. Attendez, je dois avoir l'affiche. Elle est là, c'est très bien. The Phoenician Shem, évidemment avec un casting gigantesque comme d'habitude. Film de Wes Anderson. Alors... Pas mal de choses à dire sur ce film, pas mal de choses à dire. Si vous ne l'avez pas encore vu, franchement, n'hésitez pas à aller le voir, il est au cinéma en ce moment. Hein. Il fait chaud, c'est l'occasion de se mettre dans une cage, oui, très bien, dans une salle obscure et bien rafraîchie, ça sera très agréable. Donc, The Phoenician Shem, c'est l'histoire de Zaza Corda, le monsieur ici, joué par Benicio del Toro, qui va convoquer sa fille religieuse, Lisle, jouée par Mia Tripleton, je ne sais pas comment on prononce, je suis désolé. Ensemble, ils vont bosser pour sauver l'entreprise familiale en allant négocier des trucs un peu partout. Et je vous avoue que le scénario, j'ai rien capté. C'est super intéressant et c'est pour ça que je voulais vous parler du film. Pas à travers l'esthétique de Wes Anderson, parce que ça, il y a déjà, je pense, tout le monde qui le fait et on l'avait fait aussi déjà à une occasion. J'aimerais qu'on parle de son rapport au scénario. Vu que c'est un monsieur qui écrit tous ses films. Et... en regardant ce film, moi, je l'ai vu avec quelqu'un. Je suis sorti de la salle. J'ai dit, putain, je suis vraiment pas sûr d'avoir tout compris. Et la personne m'a dit, ouais, putain, moi, il y a plein de trucs que j'ai pas capté. Et après, j'en ai parlé avec 2 autres personnes qui n'ont pas aimé le film. Et qui m'ont dit, putain, le film, il était incompréhensible. Et en fait, effectivement, je trouve qu'il a des gros problèmes. Enfin, que le gros défaut, entre guillemets, on va aller un peu plus loin là-dessus après, c'est son scénario. C'est son scénario. On ne bite pas vraiment quels sont les enjeux. Il y a une histoire d'espion, il y a des histoires de trucs à négocier et tu comprends pas pourquoi. Il y a une histoire de projets, de nouveaux projets qui se mettent en place, de conflits familiales. Il y a beaucoup de trucs entremêlés dans quelque chose qui devient très peu lisible. Mais vraiment très peu lisible. Sur la fin, vraiment, tu es en mode, mais où sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, je trouve qu'il y a une évolution du scénario qui est super intéressante. Parce que je trouve que jusqu'à L'île aux chiens, ces films se développaient dans un grand récit narratif, avec un début, un milieu, une fin, etc. Et après L'île aux chiens, il va arrêter de faire ça. Il est arrivé à un stade, j'ai l'impression, où son esthétique, il la maîtrise. Et ce qu'il aimerait transformer maintenant, c'est son scénario. C'est ses scénarios, et essayer de trouver des scénarios qui sont plus habituels, et qui sont plus au service en fait de sa mise en scène. Donc j'ai l'impression que les scénarios est de moins en moins important dans ses films, parce que ce qui est de plus en plus important, c'est vraiment sa mise en scène. Si on regarde, depuis, il a fait 4 films, il a fait The French Dispatch, où le scénario était segmenté de ouf. On avait une unité générale pour tenir ensemble justement les différentes séquences, mais on avait vraiment des histoires différentes racontées. Voilà. On a Asteroid City, où là on a une unité de lieu, mais le scénario là de nouveau est très fragmenté, je trouve, en plusieurs petits groupes de personnages qui vivent leur truc, qui souvent ne se croisent pas parmi, et où il va exploiter du coup des choses assez différentes, mais il va exploiter vraiment cette unité de lieu pour développer une esthétique, pour essayer de développer des idées, etc. Il y a ce film là, dont on est en train de parler aussi, où le personnage va aller chez différents autres personnes, va rendre visite à différents autres personnages pour négocier avec eux des pourcentages dont on ne sait pas exactement, enfin moi j'ai pas exactement compris à quoi ils servent, etc. C'est pour sauver l'entreprise familiale, mais je capte pas tout, je vous avoue, et voilà. Et je vous ai dit 4 films,
parce que le 4e film n'est pas vraiment un film, mais c'est 4 courts-métrages qu'il a réalisés sur Netflix pour Netflix et puis qui pourraient constituer, au vu de leur durée, un film à part entière, où il renoue du coup avec des plus petites unités narratives de nouveau. C'est un bonhomme, je le vois bien faire des pubs par exemple. Je pense qu'il ferait des superbes pubs. Un peu comme Roy Andersson, le réalisateur suédois, qui a utilisé son style pour faire des pubs qui sont incroyables. Du coup, je trouve que c'est cool d'avoir tout ça en tête quand on va regarder de Phoenician Shame, parce que ça permet d'apprécier le film sans prendre peur du scénario. On est sur un enchaînement de très bonnes séquences qui sont portées par un Benicio del Toro qui est magnifique. J'aime beaucoup cet acteur. Je trouve que l'ensemble du casting est toujours très bon. Les personnages ne sont pas des copies et des parodies d'eux-mêmes, c'est chouette. Genre Mathieu Amalric, il a vraiment son caractère qui est différent de celui de, je regarde sur la photo, qui sont à côté, Tom Hanks et Bryan Cranston, qui sont un peu deux personnages qui font une paire ensemble. Enfin, ça fonctionne quand même plutôt bien, je trouve, de ce côté-là. Et les idées de mise en scène qu'il a sont très très bien, mais en même temps, après vous avoir dit tout ça, j'ai quand même quelques réserves sur le film, qui sont du fait que je vous dis que le scénario est moins important, mais le film commence genre avec une scène qui dure 20 minutes, qui exploite le scénario. Qui explique le scénario, pas qui exploite le scénario. Je suis perturbé, il y a ma voisine qui s'est posée à la fenêtre en haut pour fumer une clope, mais qui est genre en bord de fenêtre, j'ai peur qu'elle tombe. voilà, j'espère que ça ira. Donc je ziote, et puis si elle tombe, j'appelle les urgences, et puis voilà. Mais du coup, je trouve ça super intéressant comme manière de... Enfin, je trouve ça intéressant d'aborder le film justement en ayant moins peur du scénario, en se disant, je vais voir comment il va utiliser un scénario pour exploiter en fait sa mise en scène et essayer des nouveautés. Et des nouveautés, il y en a. Il y a des scènes de bagarre que je trouve chouette pour une fois. Il n'a pas trop peur de filmer des scènes de bagarre. Il y a vraiment de la bagarre. Et je trouve ça cool. Il y a des moments où il rentre même plus dans l'absurde. Il fait des plans qui sont clairement absurdes. Il y a des moments, il y a un moment qui est trash aussi. Et un moment où on s'y attend pas du tout. Je trouve ça trop bien. Donc il continue à essayer des trucs de manière des fois un peu timide. Les bases restent les mêmes, hein, mais il rentre aussi pas mal plus dans des éléments humoristiques aussi que je trouve très bien. Donc j'ai trouvé le film assez plaisant à suivre. Il est assez rapide en plus dans sa manière de se développer par après. Même si des moments il paraît lourd parce qu'il se passe beaucoup de choses et on est perdu. Le scénario, vraiment, des moments t'es en mode qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais plus où on est. Voilà. Et ça pose quand même un peu problème, je trouve. Donc je suis curieux de voir comment l'idée du scénario va continuer à évoluer. J'espère qu'il va réussir à revenir à des choses peut-être plus simples. Là, c'est quand même trop compliqué. Et on verra ce que ça va donner, quoi. Je suis assez curieux. Mais il faut vraiment y aller en se disant que ce qui lie l'ensemble du film, c'est pas le scénario, c'est les personnages. Je trouve que les deux personnages principaux sont très très chouettes à suivre. Michael Cera est aussi plutôt chouette à suivre. On a plaisir à retrouver justement certains personnages. Enfin voilà. Il y a plein de répliques excellentes. J'aime bien quand tu as une longue conversation entre deux personnages, puis tu as Benicio del Toro à un moment donné qui balance au milieu. Moi j'ai déjà eu une armée qui parle justement d'une milice, etc. Puis tu as Benicio del Toro qui joue un salopard, qui balance. Moi j'ai déjà eu une armée privée, c'était l'enfer. Et ça coupe et puis ça part sur autre chose. Et la manière dont c'est amené, que c'est un peu hors sujet, enfin pas complètement hors sujet, mais qu'en même temps ça recentre toujours sur le personnage de moi je. Ça fonctionne super bien, quoi, je trouve. Donc, le film souffre d'une scène d'exposition qui n'a pas lieu d'être, parce que les enjeux sont trop compliqués et on les perd de vue et l'ensemble est difficilement lisible. Mais il en reste quand même très généreux dans ses situations, dans ce qu'il fait, etc. Et j'ai toujours la frustration, ça c'est un truc que je ne comprends pas, c'est qu'il y a de nombreux moments d'action et de tension qui sont coupés. Et je ne sais pas pourquoi ce réalisateur fait ça, c'est pas la première fois qu'il fait ça, il fait toujours ça. Il y a des moments d'action qui sont éludés, qui sont coupés de manière abrupte. Et il y a d'autres moments où il les coupe pas et où il les garde. Et c'est les moments où on retrouve le plus dans cette espèce d'absurde l'héritage du cinéma muet et burlesque à la Chaplin, à la Keaton, et qui sont un peu les meilleurs moments, qui sont parmi ses meilleurs moments
de cinématographie. Donc vraiment, je ne sais pas pourquoi des fois il fait le choix de les couper, qui pour moi est plus un enjeu scénaristique, mais vu que le scénario est pas très intéressant, bah, je trouve ça dommage. Et voilà, pour vous donner un exemple, c'est dans Moonrise Kingdom, vous savez, il y a le gamin qui se retrouve face aux autres gamins, et il doit y avoir un espèce de pseudo-combat, sauf qu'on va masquer le combat en mettant 3 plans faits main. Et la scène après, bah, les gamins sont partis, il y en a un qui s'est fait arracher un œil, ou qui s'est planté un œil, un truc comme ça, enfin voilà. Et on ne sait pas ce qui s'est passé entre deux. Pareil, dans les lots chiens, les bagarres entre les chiens, je comprends la contrainte technique, mais les bagarres des chiens, ça va être, on va faire un espèce de nuage de fumée où les chiens se bagarrent dedans et on ne sait pas ce qui se passe. Et du coup, il y a un espèce de phénomène où on élude toujours ça. Et voilà. Donc je ne suis pas convaincu de ce choix-là en particulier. Il y a beaucoup de scènes que j'aimerais voir durer un petit peu plus, parce que je ne sais pas pourquoi il s'arrête en cours de route. Mais sinon, le film était bien, était très bien. Je vois qu'il se fait quand même pas mal descendre par la critique. Moi, franchement, je vous le conseille. Je l'ai trouvé très chouette. Voilà. Est-ce qu'on passe à notre dernier film, ça vous dit? Notre dernier film, je ne peux pas vous montrer sa bande-annonce, parce que j'ai peur qu'elle vous spoile des trucs. Mais je vais vous en parler à travers l'image. Hop là. Attendez. Je fais juste une petite modif de dernière seconde. On va modifier l'ordre. Hop, voilà. Je vous remets un peu de musique. Pardon pour la musique qui était un peu forte. Voilà. Le film dont j'aimerais vous parler maintenant, c'est celui-ci. Est-ce que des gens l'ont vu? Il s'agit de One Cut of the Dead. Je ne sais pas si je vais réussir à en parler sans trop spoiler. Oui, trop bien. J'espère pouvoir vous en parler sans trop spoiler. Sinon, tant pis. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, regardez-le. C'est un des meilleurs films de ces 10 dernières années. Moi, je le trouve incroyable. Ce qui fait que je suis très content de vous en parler. Bien, donc, One Cut of the Dead. Film japonais de Shinichiro Ueda, que je viens de revoir aussi, du coup, sorti en 2018. Je l'ai vu 3 ou 4 fois. Je l'ai vu plein de fois. Je me souviens qu'il y a un copain avec qui on n'a pas toujours les mêmes goûts cinématographiques. On devait proposer un film à une 3e personne qui a pas non plus les mêmes goûts cinématographiques que nous. On a passé 10 minutes à énumérer des films, à se dire ça, ouais, non, ça, ouais, non, ça, ouais, non. Et d'un coup, on a fait, oh putain, j'ai une idée. Ouais, quoi, One Cut of the Dead, on fait ça? Oh ouais, on fait ça. Et on n'a pas expliqué à la 3e personne ce que c'était. On lui a dit, non, mais tu vas juste aimer ce film, t'inquiète pas. Et donc, on s'est lancé sur le film. Je vais fermer le volet et je vous raconte la suite. Donc, One Cut of the Dead, c'est un film tourné par des étudiants dans une école d'art, qui a d'abord été diffusé juste dans l'école, et qui ensuite a été diffusé dans des cinémas arts et essais, puis qui a été diffusé dans des festivals, puis ça a explosé, quoi. C'était vraiment, vraiment bien. Il a eu plein de prix, j'ai une liste de prix de trucs... au Yubari Fantastic Fest au Japon, il a eu le prix du public. À Udine en Italie, il a eu le prix du public. Je vois meilleur film, prix du public, meilleur film, mention spéciale, meilleur film, prix du public. Bref, il a gagné un paquet de... Il a gagné des prix dans un paquet de festivals. Et je terminerai, voilà, il a gagné le prix du public aussi au BIF en 2019. Il a eu le VIF d'or au Vevey International Film Festival. Je le mentionne parce que voilà, c'est suisse. Bref, un film qui a tout raflé. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas vu, hein, je me répète, mais regardez-le.
Première chose que je voulais dire, c'est que c'est un film qui n'a pas un grand budget, mais qui a de grandes idées. Et qui a réussi à les faire, donc franchement, en avant. Je voulais vous mentionner encore quelques trucs dessus. C'est que il y a eu d'autres remake et autres du film. Il y a ça, ce n'est pas, je crois, ce n'est pas un remake. Voilà, j'avais mis celui-là, je ne sais pas pourquoi. J'avais cherché des éléments. Making of One Cut of the Dead. Il y a eu différents films en fait qui ont été faits avec la même équipe de tournage. Il y a eu, je crois, un film pendant le Covid. Et il y a eu un autre film qui dure une quarantaine de minutes, je crois, avec le même concept que le film, qui ont moins bien marché évidemment, parce que c'est pas le but. C'est vraiment un truc, tu peux le faire une fois. Et voilà, et il y a eu évidemment un remake français qui est pas excellent, qui est coupé, dont on parlera peut-être une fois. J'en ai mis une image après, voilà. Ah, et... Ah, je vous ai pas fait la capture. Ok, il me manque une capture, c'est pas grave. Du coup, moi, pour vous parler de ce film, je me suis dit, vas-y, il y a plein de choses à dire dessus. Déjà, je vais voir s'il y a des gens qui ont un peu écrit sur ce film, etc. Alors, il y a plein de trucs. Et j'ai découvert qu'il y avait un article scientifique que je trouvais intéressant pour aborder le film. Et je vais voir, attendez, je vais voir si je peux juste vous le mettre à l'écran, parce que c'est dommage de ne pas vous le mettre. Hop. Voilà, c'est ça. Donc il y a cet article dans cette revue qui a été écrit, réalisme impur. Hop là, attendez, je vous ai perdu. Voilà. And the horror cinema in the post-truth era, a case study of One Cut of the Dead. Voilà, c'est un gars qui va étudier la question de la post-vérité aujourd'hui à travers le film One Cut of the Dead. Donc j'étais assez intéressé, j'étais en mode, attends, comment on passe de la post-vérité à One Cut of the Dead? Vas-y mec, qu'est-ce que tu as à raconter? Ça m'intéresse et tout. Donc j'ai pu avoir accès à l'article. Je vous ai lu un coup l'article et tout. Je ne vais pas vous résumer tout l'article parce que finalement, il nous dit quelque chose qui est assez simple. On va venir dessus après. Je voulais vous montrer, hop là, vu que j'aime bien vous parler de théorie un peu ciné et comment on parle de cinéma aussi. Là-dedans, là, on n'est pas vraiment sur de la théorie de ciné, on est plus sur un mood à la Marc Ferro qui est d'utiliser le cinéma pour parler de société. Et c'est une démarche que je trouve aussi super intéressante pour parler de cinéma. Donc lui, il nous dit, vas-y, One Cut of the Dead, et la post-vérité, c'est un lien super fort. Je vais vous parler de post-vérité avec One Cut of the Dead. Alors, première chose, qu'est-ce que c'est la post-vérité? Peut-être que tout le monde ne sait pas. Moi, c'est un sujet qui me fascine, d'où le fait que je suis un jeune journaliste bientôt. Oula. Ça colle bien avec, très bien. Je vous mets la prochaine musique quand même. C'est un peu strident, ça. Voilà. J'ai demandé sur internet post-vérité, concept selon lequel nous serions entrés dans une période appelée ère de la post-vérité ou ère post-factuelle, où l'opinion personnelle, l'idéologie, l'émotion, la croyance l'emportent sur la réalité des faits. Je trouve que c'est un bon résumé. J'avais un autre résumé que je crois que je vous ai pas mis. Voilà, j'ai celui du Robert, qui me semble... Hop là. Je vous prends les deux, attendez. Donc c'est le concept selon lequel on est dans une période où l'opinion personnelle, l'idéologie, l'émotion, la croyance l'emportent sur la réalité des faits. Je suis pas hyper fan de cette définition et je crois que je trouvais que celle du Robert était mieux. Du coup, je vous ai pris le Robert. C'est ère de la post-vérité. C'est un moment dans lequel les discours démagogiques ont plus d'influence que les faits objectifs. Je trouve que c'est plus flou, moins précis que cette définition, mais cette définition, je la trouve un petit peu fausse. En gros, pour faire simple de ce que c'est, je vais arrêter de tourner autour du pot. C'est effectivement, c'est ça. C'est à un moment donné où le politique, ou les gens autour de nous, vont plus se référer à des discours très démagos, et où en fait les faits, c'est pas très important. C'est plus la question, ouais, mais moi je ressens ça comme ça, donc c'est vrai. Et voilà. C'est un bon exemple de post-vérité, c'est ce monsieur-là, que vous connaissez peut-être,
qui est le modèle de post-vérité où toute une campagne a été faite justement en utilisant des chiffres qui étaient faux, en annonçant des projets qui sont irréalisables, en étant complètement en fait à l'inverse des faits. Et enfin, pas toujours à l'inverse complet, évidemment, hein, y a de la nuance à avoir, mais putain, je vous ai choisi une playlist qui est assez vénère. Hein. Mais où on va toujours prendre justement des éléments qu'on va amplifier ou qu'on va exagérer, etc., etc. On est un peu en dehors du réel, voilà. On est dans des discours qui ne correspondaient pas à la matérialité des faits. Et du coup, c'est ce qui m'intéresse dans l'article là qu'on va voir. Putain, je vous ai pris des captures gigantesques. Et j'aimais bien cet article parce qu'un des premiers trucs qu'il fait, comme plein d'articles, hein, c'est qu'il va se référer voilà, à ce monsieur à Bazin dont on va reparler. Et donc, Bazin, c'est un critique cinéma hyper important et hyper influent, qui a écrit un livre que je vous présenterai un jour, Qu'est-ce que le cinéma ? Pardon. Je bois. Et ce monsieur va commencer son article en se référant à cet autre monsieur. Je vais faire très vite, mais One Cut of the Dead, vous avez, c'est un plan séquence. Donc c'est tourné en une fois. Et Bazin a écrit justement là-dessus. André Bazin a écrit pas mal sur la question du plan séquence. En nous disant que justement le fait que quand on tourne en plan séquence, ça offre plus de réalisme. La caméra, ça fait plus vrai, on ne peut pas tricher on ne peut pas tricher avec le montage, on ne peut pas couper du temps, on est obligé de montrer tout ce qui se passe. Donc plus on filme en plan séquence, plus on est proche de la vérité. Et du coup, il utilise ça justement pour faire un lien entre One Cut of the Dead, qu'est-ce que montre One Cut of the Dead, et la question de la réalité. Sauf que dans One Cut of the Dead, le film, c'est un film de zombies. Donc bien sûr, évidemment, qu'il n'y a pas, évidemment que ce qui se passe dans le film, ce n'est pas vrai. Et du coup, le film, il joue un peu avec ça. Je ne vais pas trop vous parler de ce que présente le film, mais on a un peu justement cette question du film de zombies, qui est la partie fiction. On a un peu la partie représentation du tournage, le making-of de ce film de zombies. Et puis la question de la performance live. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, donc c'est pas très important. Pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous captez un peu de quoi ça parle. Pour les autres, regardez le film, encore une fois. Et moi, ce que personnellement j'ai trouvé intéressant, que l'article dit moins, c'est qu'un peu chaque partie a son esthétique, et du coup le film il est super intéressant là-dessus. Est-ce que je vous parle de ça ? Je regarde un peu. Je vais pas vous parler de la technique, parce que j'ai pas envie de trop vous spoiler. Et je pense qu'on peut vous parler de l'idée de l'article sans parler justement de ces questions-là. C'est un peu frustrant de pas parler de technique, et c'est vraiment une des rares fois qu'on le fera. Les prochaines fois, je vous spoilerai de ouf, mais ce film, vraiment, j'ai de la peine à le spoiler. Pour des raisons assez évidentes. Bon, l'idée que fait, du coup, le lien que fait cet article entre One Cut of the Dead et la question de la post-vérité, c'est que One Cut of the Dead, ça illustre comment on construit une vérité. On prend du coup notre ami là, Bazin, qui disait « Ouais, un plan séquence et tout, ça représente mieux la vérité. » Eh ben, lui, on est face à un film de zombies, etc. Et l'article nous dit « Bah, mais là, effectivement, ça nous montre la vérité, mais en même temps, ce qu'on voit, c'est quand même pas la vérité. » On nous montre plutôt comment on construit une vérité. Et je trouve ce postulat assez intéressant. Le film, finalement, selon l'auteur, ça serait un bon moyen de comprendre comment une vérité dans l'image, elle est construite. Et je trouve la démonstration fonctionne plutôt bien. J'ai passé la partie technique qui est un peu justement cette démonstration, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais moi j'aimerais plutôt partir sur autre chose. C'est une frustration par rapport à l'article, qui le démontre par rapport à One Cut of the Dead, mais qui ne l'étend pas plus largement, alors que en lisant ça et en réfléchissant un peu, je me suis dit, mais c'est assez logique, j'ai l'impression que tout film nous parle directement ou indirectement du réel. Ça, c'est normal. Ça, je vous apprends rien. Un film, il va prendre une vérité et il va le transformer en fiction. Je vous prends par exemple Star Wars. Star Wars, voilà, pour prendre un truc qui n'a rien à voir avec nous, qui est dans une galaxie lointaine, donc on n'est pas à notre époque, on est dans un autre monde, dans un autre lieu.
je vous prends aussi cet exemple parce qu'il parle à tout le monde. Star Wars, malgré le fait que ça se passe dans un autre monde, à une autre époque, dans une autre galaxie, ça parle de politique. Ça parle de politique, ça parle de notions de valeurs qui guident nos vies. Ça parle de tous ces éléments-là qui guident justement un personnage dans sa quête. Ça parle de relations humaines. Bref, ça parle de choses qui nous concernent tous au quotidien, quoi, quasiment. Donc le film, il prend des vérités du réel, en fait, et il va le transformer, il va le magouiller pour faire son film, quoi. Je vous ai noté aussi l'exemple d'Avatar, ça nous parle d'écologie, ça nous parle de l'autre, ça nous parle de l'altérité. Titanic, ça nous parle de classe sociale, ça nous parle aussi de relations, etc. Ça peut parler de choses très différentes. Hein. Titanic, ça ne parle pas que juste d'une bête histoire d'amour, ou juste de classe sociale, ça parle des deux. Mais ça peut parler aussi de bateaux, tout simplement, mine de rien. Ça peut parler du Titanic et de l'histoire du Titanic en soi, quoi. Bref. Un film comporte toujours, pas une vérité absolue, mais comporte toujours plein de vérités selon ce à quoi on est sensible, etc. Cette question... Putain, mais est-ce que la musique, elle est trop forte pour vous? Non, ça a l'air d'aller. C'est vraiment pour moi qu'elle est trop forte, voilà. Et cette question de lien entre le cinéma et le réel, hein, c'est un truc qu'il y a, mais depuis le début des théories du cinéma. Un des grands théoriciens du cinéma qui a pas mal parlé de ça. Nous, on n'entend quasi pas ta musique. Ah, bah attendez, je la mets un petit peu plus fort chez vous. Et je la baisse chez moi, voilà. Ouais, c'est mon casque qui est trop fort. Bon, du coup, sujet de lien entre le cinéma et la vérité, le cinéma et le réel et tout. Qu'est-ce que la caméra, elle montre? C'est un truc qui a, mais depuis le tout début, mais tout début du cinéma. Hein. Les Frères Lumière, je rappelle, les premières vues qu'on a, les vues des Frères Lumière, c'est vraiment aller filmer des gens dans la rue pour que le soir, ils aillent se regarder à la caméra et qu'ils soient hallucinés, quoi. On a les premiers théoriciens, à la Dziga Vertov, par exemple, qui en parlaient. Les formalistes russes, de manière générale aussi, c'est un sujet qui va être super important. Il y a plein de monde qui va parler de ça. Eh non, moi, ma take personnelle, moi, ce que j'en pense... j'en pense pas quelque chose de bien nouveau par rapport à ça. Hein. Mais ma take, c'est un peu celle de Gisèle Tremblay qui aborde aussi cette question. Je vous prends une citation. Chaque film sur le cinéma met en scène... J'ai pas mis les citations en plus. Je vous ai mis les images du film que je vous ai pas montré, c'est bien. Chaque film sur le cinéma met en scène la fabrication de la vérité et invite le spectateur à interroger ce qu'il voit. C'est à ça que je voulais arriver. Hop. Ouais, je vous ai pas montré les images parce que j'ai sauté la partie technique. Hop là. Tac, 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 c'est bon. En fait, vu que chaque film nous parle de vérité, va prendre des trucs de notre monde, va prendre des trucs du réel, les transformer, etc. Et du coup, on peut regarder absolument tous les films qui ont été faits jusqu'à aujourd'hui et juste se poser la question de c'est quoi leur rapport avec le réel. Tous les films ont ça, parce que tous les films viennent de nous, ont été faits par des humains, pour l'instant. Et même si c'est pas fait par des humains, même si c'est fait par des IA, les IA ont été faites par des humains, et on va voir du coup de quoi elles s'inspirent, et ça nous dira des choses très intéressantes sur nous-mêmes, et sur nous en tant qu'espèce, etc. Mais du coup, tous les films sont interrogés dans la question... Ouais, ils sont interrogés de ce qui représente du réel, de ce qui représente de la réalité. Et en cela, du coup, de la vérité aussi. Et on a beaucoup de questions de films de propagande, etc. Aujourd'hui, on a par exemple des films qui sont taxés de woke parce qu'on est en mode, mais on force des représentations, etc. Ou d'autres films, au contraire, on va les taxer à l'inverse. Parce qu'au contraire, ils restent très fermés sur eux-mêmes, etc. C'est des questions très politiques de ce côté-là. Mais même des films hyper basiques, même si je prends dans les films qu'on a vus ce soir, si on prend le Wes Anderson, qui est très éloigné dans sa manière de représenter justement les humains et les caractéristiques humaines, etc. On a quand même cette relation père-fille, on a quand même cette question de la tenue de l'acteur même. On peut faire des actor studies aussi et parler de comment... porte son rôle
Benicio del Toro porte son rôle. On a tout un contexte aussi, évidemment, parce que ça se passe dans des zones géographiques très précises, dont on s'inspire pour écrire le film. Enfin bref, plein de choses à dire. Mais du coup, si tous les films ils nous parlent un peu du réel et de la vérité de manière générale, moi je suis aussi assez d'accord. Moi je suis d'accord avec Gisèle Tremblay de se dire que chaque film sur le cinéma, bah, ça met en scène cette fabrication d'une vérité. Ça met en scène cette fabrication d'un nouveau réel, d'un autre réel, d'une autre vérité, d'une vérité alternative entre guillemets. Et là on fait le rapprochement gentiment justement avec la question de la post-vérité. Et du coup, moi je suis assez d'accord avec ça, c'est que en tant que spectateur, si un film, n'importe quel film, on peut s'interroger de qu'est-ce que c'est son rapport au réel, à la réalité, ben un spectateur qui regarde un film sur des films ou un film sur des cinémas, il peut toujours s'interroger sur comment ce film sur le film nous montre comment on construit le réel, comment on construit une vérité. Est-ce que je voulais résumer... J'essaye d'avoir une phrase qui est très simple pour résumer tout ça. Je vous prends un exemple, peut-être qui est assez parlant. J'avais noté Babylone comme exemple. Gros exemple sur le sujet, Babylone, vous êtes plusieurs à l'avoir vu. Babylone, ça nous montre justement... c'est un film qui nous parle de comment était le cinéma à l'époque du muet et de sa transition du muet au parlant. Ok, on a un contexte, mais en même temps, c'est un film sur comment on fait des films. Il y a une scène que Margot Robbie va répéter plein de fois. Et on voit que Margot Robbie va pas bien, que les conditions de tournage sont horribles, etc. Mais quand le film il est reçu après, on voit une meuf qui danse et puis c'est joyeux, etc. Et on ne voit absolument pas toute la misère qu'il y avait avant. Du coup, le film... Babylone, c'est un film qui nous montre comment des vérités sont fabriquées. Et là, il va nous montrer comment il y avait des conditions infernales, mais que le public, lui, il ne les voit pas. Comment on construit une vérité alternative. Et je trouve ça super intéressant, du coup, de se dire, mais tous les films sur des films, tous les films sur le cinéma, sont des films sur comment on fabrique la vérité. Les films tout court, c'est des films sur quelle vérité ils nous montrent. Les films sur le cinéma, c'est des films sur comment on fabrique ce qu'on nous montre. Comment on fabrique, du coup, des vérités alternatives, etc. Je trouve ça super intéressant, du coup, comme angle de lecture de tous les films sur des films. On peut vraiment s'intéresser à ça. C'est super intéressant. Et voilà. Maintenant, j'ai l'impression qu'en disant tout cela, je vais pas vous apprendre grand-chose. On sait que la fiction, c'est de la fiction. Mais en tant qu'ancien prof, perso, je pense que c'est important de voir ça à un niveau pédagogique aussi. Quand on voit un film sur comment il fabrique de la vérité, etc., il y a un enjeu qui est super pédagogique. Il y a un enjeu sur, surtout aujourd'hui à une ère de post-vérité, de se demander, comment cette ère de post-vérité, comment ces questions de post-vérité sont construites. D'où vient cette information sur Trump qui dit les Haïtiens, ils mangent les chats et les chiens. Il balance ça, c'est une post-vérité. Ce qui est important, c'est pas que ce soit vrai ou pas, mais c'est que selon lui et selon son entourage, ça représente une réalité, une problématique qui est certes caricaturée dans ce propos, mais ça représente quand même quelque chose. Et c'est super dangereux, évidemment, de balancer des trucs comme ça. Et c'est intéressant de voir comment est construit cette post-vérité. Et les films sur des films, c'est pareil. C'est des films qui nous parlent de ça, indirectement. Et c'est un peu la thèse de cet article, que j'ai trouvé, du coup, c'est une thèse que j'ai trouvée super intéressante, et qui, moi, m'a fait réfléchir et étendre ça, non pas juste à One Cut of the Dead, du coup, dont on a peu parlé, mais on a utilisé One Cut of the Dead pour quelque chose de chouette, pour parler de cinéma de manière plus large, et pour parler de cette question de relation à la post-vérité. Et je trouve ça vraiment cool. Du coup, mon ultime take, ce serait, j'ai écrit ça, plus on voit des films sur comment on fait des films, plus on prend du recul sur toute autre image fabriquée qu'on voit, sur les autres images, pas sur toute autre, c'est peut-être un peu gros, mais sur les autres images et sur les autres messages fabriqués qu'on voit. Ça va peut-être nous créer des réflexes qu'on voit plus facilement. Et ça, du coup, c'est doublement important dans une société où la post-vérité, elle est importante. C'est triplement important sur le fait aussi que l'IA se développe de ouf. Et qu'on va se poser de la question sur qui a produit ces images, pourquoi ces images sont produites, etc.
Et voilà, du coup en conclusion, One Cut of the Dead, selon cet article et selon moi-même aussi, je souscris totalement à ça. C'est indirectement la conclusion de l'article, c'est la mienne un peu plus ouvertement, c'est un film qui nous rend plus intelligents et plus à l'écoute du monde dans lequel on vit aujourd'hui et dans le monde futur dans lequel on vivra. Du coup, regardez-le, c'est trop bien. C'est un très bon film. Et voilà. Et ainsi s'achève notre grande discussion cinéma de la soirée. Je suis très content. On se retrouvera la prochaine fois. On parlera de Us, notamment le film de Jordan Peele. On parlera de Quand passent les cigognes. Et on parlera de quelques autres films sympas. Il y aura de nouveau, du coup, un film découpé. Et j'essaierai de vous faire plus de films avec quelques images seulement, résumés en quelques images seulement, pour vous parler de manière plus globale. J'essaie de ne pas le faire sur des films où je me dis mais ça vaut quand même la peine de le voir, et puis si les gens l'ont pas vu, bon bah voilà, je spoil un peu, mais au moins je vous montre pas trop des images, etc. Ça vous laisse le poids de l'imagination et après vous aurez envie de voir. Mais si c'est des films que je sais que vous regarderez jamais, genre La créature de la mine hantée, là, je me fais un gros plaisir de vous le découper. Ou quand c'est des films pas ouf comme Police Story Lockdown, je me fais aussi un sacré plaisir. Du coup, pour les gens de YouTube, je vous souhaite, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis n'hésitez pas à passer. La prochaine aura lieu, je vous le dis rapidos là, parce que j'ai pas noté. Normalement, ça sera le 6 juillet. Et voilà, c'est un dimanche sur 2. Bisous à vous.